Lorsque la partie finale de la répétition du mariage toucha à sa fin, la salle de réception remplie de roses couleur champagne exhalait encore une fragrance douce, presque suffocante. Isadora, elle, cavalcante sortit de la salle principale d'un pas léger. Ses talons hauts claquaient distinctement sur le sol de marbre. Se souvenant qu'elle avait laissé son téléphone dans la loge de la mariée, elle retourna le chercher. Tout le couloir était plongé dans un bourdonnement silencieux, seulement brisé par le ronronnement bas de la climatisation centrale et par un rire étouffé et lointain provenant de la salle de banquet. La porte de la loge était entr'ouverte. Sa main avait à peine touché la poignée en laiton lorsqu'une voix venant de l'intérieur s'abattit sur elle comme un seau d'eau glacée. « Bruno, tu te maries demain. Ça fait si mal. » C'était la voix de Loredana, plaintive et douce, comme celle d'une enfant sans défense. La main d'Isadora se figea en l'air. « Pourquoi pleures-tu » La voix de Bruno Vasconcelos était totalement insouciante, portant un ton amusé, comme s'il calmait un enfant gâté. « Combien de fois dois-je te le dire ? Épouser Isa n'est qu'un arrangement temporaire. Le vieux tient ses 5% des actions du fonds fiduciaire au-dessus de ma tête. Si je ne l'épouse pas, je ne vois pas un centime. Dès que l'affaire sera conclue et que les actions seront garanties, le poste de Madame Vasconcelos sera à toi, tôt ou tard. » Un chœur bas de ricanement résonna dans la pièce. C'étaient les amis d'enfance et les camarades d'université de Bruno. Quelqu'un le provoqua. « Vasconcelos, tu es incroyable. Tu gagnes une épouse gratuite pour s'occuper de ton bazar, en plus des droits de vote sur quelques milliards de rayés pour couronner le tout. » « Exactement, » répondit Bruno avec désinvolture, comme s'il discutait d'une fusion corporative banale. « Gardez les félicitations pour le jour où Loredana et moi officialiserons. Celui-là sera le vrai mariage. » Loredana baissa la voix, ajoutant un ton coquet. « Bruno, n'est-ce pas un peu trop cruel pour Isa ?»« Cruel ?» Bruno ricana. « Elle devrait être reconnaissante. Passer 1 an et demi dans la famille Vasconcelos est quelque chose dont elle pourra se vanter pour le reste de sa vie. » La salle explosa de rire. Personne ne trouva rien de mal à ce qui venait d'être dit. La main d'Isadora glissa lentement de la poignée. Elle ne poussa pas la porte. Un bourdonnement aigu lui perça soudain les oreilles, comme si une fusée avait explosé dans son crâne. Puis son estomac se contracta dans un spasme violent. Des nausées surgirent du fond de son ventre jusqu'à sa gorge. Elle couvrit instinctivement sa bouche. Ses doigts étaient glacés. Dans la pénombre du couloir, son visage devint blanc comme une feuille de papier. Elle baissa les yeux. À son annulaire, un diamant de 6 carats brillait, captant la lumière. Le jour où Bruno l'avait demandé en mariage, il s'était agenouillé au parc Ibirapura et avait dit « Isa, s'il te plaît, reste avec moi pour le reste de ma vie. » À l'époque, émue jusqu'aux larmes, elle avait pensé qu'elle était la femme la plus chanceuse du monde. Maintenant, elle comprenait que cette bague n'était rien d'autre qu'un fer rouge, la marquant comme un outil temporaire de Bruno Vasconcelos, et elle, comme une parfaite idiote, l'avait confondue avec de l'amour. Isadora serra le poing si fort que ses ongles bien entretenus s'enfoncèrent dans sa chair. La douleur physique l'aida à sortir de sa transe hébétée. Elle releva la tête. Le miroir en pied au bout du couloir reflétait son image. La robe de cocktail nude parfaitement ajustée, la coiffure élaborée spécialement pour le grand événement du lendemain et le collier d'émeraude vintage hérité de la défunte mère de Bruno. Tout semblait une mauvaise plaisanterie se moquant d'elle. Elle resta parfaitement immobile, respirant superficiellement comme une statue soudainement figée. Les rires derrière la porte continuaient. Loredana recommença à pleurer. Bruno la réconforta à nouveau, et ses amis continuèrent à raconter des blagues. Ces sons étaient comme des couteaux émoussés science et nerfs. Mais Isadora ne pleura pas. Ses yeux étaient secs et brûlants, comme si ses larmes s'étaient évaporées avant même de se former. Au lieu de cela, un froid glacial émana de sa moelle. 3 secondes. Elle s'accorda exactement 3 secondes. Puis elle se retourna. Ses talons claquèrent brutalement contre le marbre, et elle s'éloigna sans regarder en arrière. Le couloir sembla incroyablement long, aussi long que l'auto-tromperie de ces 2 dernières années. Lorsqu'Isadora sortit de l'hôtel Fasano au jardin, le vent fort de la nuit poliste se précipita vers elle, faisant flotter violemment l'ourlet de sa robe. Elle s'arrêta sur les marches et respira profondément. L'air frais de l'automne lui coupa les poumons comme un rasoir. Lentement, elle leva la main et fit glisser le diamant de 6 carats hors de son doigt, sans la moindre hésitation. Elle serra la bague si fort que les jointures de ses doigts devinrent blanches, puis ouvrit son sac et la jeta dedans comme un mouchoir usagé. Un Uber Black s'arrêta 5 minutes plus tard. Elle monta à l'arrière et donna au chauffeur l'adresse de leur pentouse à Itaim Bibi. La voiture était chaude, mais ses mains et ses pieds semblaient sortir d'un congélateur. Elle s'appuya contre le siège, observant les lumières néon floues de la ville défiler rapidement. Son cerveau fonctionnait avec une clarté inédite et terrifiante. Les paroles de Bruno étaient logées dans sa tête comme des épines. L'épouser temporairement. Temporaire. Quel beau mot. Elle ferma les yeux et un léger sourire amer effleura ses lèvres. Des images défilaient derrière ses paupières comme un projecteur de diapositives. Pour Bruno, elle avait renoncé à un poste clé de commissaire d'exposition dans l'une des 3 plus grandes agences d'art mondiales pour se consacrer entièrement à sa vie sociale privée et au gala philanthropique de la famille, Vasconcelos. Pendant 3 années consécutives, elle avait géré les investissements en art d'entreprise du groupe Vasconcelos,
leur rapportant plus de profit que son salaire accumulé ne l'aurait fait pendant des décennies. Elle se réveillait à 3 heures du matin pour préparer de l'avoine bio et séparer ses médicaments contre la gastrite chronique induite par le stress. Elle avait fait chacune de ces choses avec une joie pure simplement parce qu'elle pensait que cet homme l'aimait. Quelle horreur! Quelle profonde et absolue horreur! La voiture s'arrêta devant la résidence de luxe. Isadora passa sa carte d'accès et prit l'ascenseur privé. Le penthouse dans lequel elle entra était décoré de rubans de soie blanche importés et d'arrangements floraux. Le salon était monté avec des accessoires pour le brunch post-mariage du lendemain. Des coupes de champagne avec monogramme personnalisés, des pivoines fraîches qu'elle avait elle-même sélectionnées avec minutie. Tout était impeccable jusqu'au dernier détail. Impeccable comme une pièce montée avec raffinement. Elle resta dans l'entrée, fixant ses symboles de faux bonheur pendant un long moment. Puis elle lâcha son sac sur le canapé et marcha directement vers le dressing principal. Tout le mur gauche de l'immense dressing était couvert de choses que Bruno lui avait offertes. Des sacs Birkin et Kelly, des bracelets Cartier, des pièces exclusives Chanel et des chaussures Louboutin en édition limitée qui, ensemble, valaient des centaines de milliers de réais. Un mur entier étouffé par son soi-disant amour. Isadora les regarda un par un. Son regard était aussi froid et distant que celui d'un visiteur de musée observant des expositions obsolètes. Puis elle prit son téléphone, trouva le contact enregistré sous Dr. Fonts et appela. Il était indiqué 7 du matin. Dr. Fonts, c'est Isadora Cavalcante. J'ai besoin que vous rédigiez une dissolution formelle des fiançailles immédiatement. Sa voix était d'un calme effrayant, sans le moindre tremblement. Je renonce à tous les droits sur les actifs ou propriétés partagées. Je ne veux pas un seul centime de lui. J'ai besoin du document finalisé prêt pour 8 demain matin. Il y eut 3 secondes de silence de l'autre côté de la ligne. Mademoiselle Cavalcante, votre mariage n'est-il pas demain? Il n'y aura pas de mariage. Elle raccrocha. Elle entra dans la chambre d'amis et sortit la vieille valise Samsonite vintage qu'elle avait apportée quand elle avait emménagé. Cette valise l'accompagnait depuis qu'elle avait terminé sa maîtrise à l'USP. Les coins étaient usés. La fermeture éclair coinçait un peu, mais c'était quelque chose qui lui appartenait vraiment. Elle commença à faire ses bagages de façon rapide et précise. Elle prit seulement ses propres vêtements, son passeport, ses documents légaux et quelques disques durs externes. Ces disques contenaient tous ses projets de commissariat, son réseau de contacts dans l'industrie et son portfolio. C'étaient ses vrais actifs. Quant aux cadeaux de Bruno, elle n'y toucha pas un seul. Elle retira méthodiquement les sacs de marque, les colliers de diamants, les robes de haute couture et les chaussures de marque, les plaçant dans une pile organisée et parfaitement alignée au centre du sol du dressing, comme une vitrine de magasin. Enfin, elle prit la bague de 6 carats dans son sac et la plaça tout en haut du tas de millions de réais. Voilà. Elle se redressa et regarda la pile de déchets. Un léger sourire de mépris apparut sur ses lèvres. Ce n'était pas un sourire de joie, mais de pur dédain. C'étaient tous les accessoires de Bruno pour son mariage temporaire. Elle n'avait besoin d'aucun d'eux. De rien. Son téléphone vibra. Un message de Bruno. Isa, Loredana ne se sent pas bien. Je l'emmène aux urgences du Syrio-Libanais. Ne sois pas en retard pour le mariage demain. Repose-toi un peu. Isadora fixa l'écran pendant 5 secondes. Ne se sent pas bien. Ha. Soudain, son estomac fit un violent tour. La nausée revint, 10 fois plus forte que dans le couloir de l'hôtel. Elle courut vers la salle de bain principale, tomba à genoux devant les toilettes, eut des hauts le cœur pendant une demi-minute. Rien ne sortit. Seule la brûlure amère de la bile lui brûla la gorge. Elle s'effondra sur le sol de marbre froid, appuyant son front sur ses bras, respirant avec difficulté. Enfin, les larmes coulèrent de manière incontrôlable de ses yeux. Pas de tristesse, mais de pur dégoût, de l'humiliation d'avoir vu ces 2 années d'amour sincère réduites à une blague bon marché. Elle pleura exactement 2 minutes. Puis elle essuya son visage avec détermination, se leva et marcha jusqu'au lavabo. Le miroir reflétait une femme aux yeux injectés de sang et au visage pâle, paraissant entièrement pathétique. Elle respira profondément. Assez. C'était la dernière fois qu'elle pleurait pour Bruno Vasconcelos. Elle prit son téléphone. Ses doigts tremblaient légèrement, mais elle ouvrit résolument ses contacts. Elle trouva Bruno Vasconcelos, appuya et bloqua. Puis Loredana, bloquée. Puis chaque membre de la famille Vasconcelos, un par un. Elle supprima systématiquement son WhatsApp, son Instagram, son Facebook, chaque compte de réseau social qui pouvait tracer sa localisation fut effacé. Enfin, elle prit sa valise, enfila son vieux manteau beige, éteignit les lumières et sortit du penthouse rempli de symboles de faux bonheur. La lourde porte en acajou claqua derrière elle, marquant la fin d'un rituel. À 3h40 du matin, elle fit le check-in dans un hôtel d'affaires générique près de l'aéroport de Guarulhos. Sa valise était appuyée contre le mur. Elle s'assit au bord du lit, serrant ses genoux. La chambre était si silencieuse qu'elle pouvait entendre ses propres battements de cœur. Boum, boum, boum. Chaque battement lui rappelait « Tu es vivante. Tu es libre. Tu n'as plus besoin d'être le temporaire de personne. » Elle sortit un disque dur de son sac et le connecta à son MacBook. La lueur de l'écran illumina son visage pâle. Elle commença à organiser toutes ses ressources de commissariat,
ses bases de données de collectionneurs d'art et ses contacts de galeries accumulés au fil des ans. C'étaient les vraies armes d'Isadora Cavalcante. Pas un diamant des Vasconcelos. Pas un Birkin, ni le titre de belle-fille de l'élite. C'était son propre esprit brillant. Elle travailla jusqu'à 5 heures du matin. Quand l'épuisement l'écrasa enfin, elle s'effondra sur les oreillers et ferma les yeux. Demain, non, aujourd'hui. Aujourd'hui était le jour supposé de son mariage. Cette pensée traversa son esprit, ses lèvres tremblèrent, mais se raffermirent rapidement en une ligne droite. Laissez-les attendre. Laissez-les attendre jusqu'à ce que toutes les roses importées fanent. Laissez-les attendre jusqu'à ce que les paparazzis de toutes les grandes chaînes pointent leurs objectifs vers une suite de mariés vides. Laissez-les attendre jusqu'à ce que le sourire arrogant soit balayé du visage de Breno Vasconcelos. Elle ferma les yeux et tomba dans un sommeil profond. Cette nuit-là, elle dormit plus profondément que depuis 2 ans. Le lendemain, le grand salon de l'hôtel Copacabana Palace avait été transformé en un palais floral. 100 000 roses blanches pendaient du plafond et les candélabres de cristal réfractaient une lumière éblouissante. La liste des invités était le « qui est qui » de l'élite brésilienne. Politicien éminent, titan de la Faria Lima, figure culturelle de premier plan et socialite. La zone média était bondée de journalistes en tenue de combat. C'était le mariage de l'année dans la société. L'union des familles Vasconcelos et Cavalcante était vue par le public comme l'alliance définitive de deux puissantes dynasties corporatives. À 9h30, 30 minutes avant la cérémonie, Breno Vasconcelos se tenait devant un miroir en pied dans la suite du marié, ajustant les boutons de manchette en platine de son smoking sur mesure Ricardo Almeida. L'homme dans le miroir était jeune, beau et irradiait le pouvoir. Un léger sourire arrogant jouait sur ses lèvres. Son chef de cabinet frappa et entra. M. Vasconcelos, il y a un petit problème dans la suite de la mariée. Breno ne leva pas les yeux, ajustant son nœud papillon. Quoi? L'assistant hésita. La mariée n'est pas encore arrivée. Les mains de Breno s'arrêtèrent. Il arqua un sourcil avec désinvolture. Elle ne devait pas être là à 8 pour le coiffage et le maquillage? Probablement coincée dans les embouteillages de San Polo. Appelle-la et dis-lui de se dépêcher. J'ai essayé. La voix de l'assistant devint tendue. Son téléphone est éteint. Breno se retourna enfin, l'irritation brillant dans ses yeux. Éteint? Oui, monsieur. Le téléphone de Mademoiselle Cavalcante est éteint depuis sept. Breno fronça les sourcils. Instinctivement, il prit son propre téléphone et essaya d'appeler. L'abonné appelé n'est pas disponible. Ses sourcils se rejoignirent, mais il réprima rapidement toute inquiétude avec un dédain froid. Dis-lui que si elle continue à faire sa crise, ma patience va s'épuiser. Elle peut oublier le parrainage corporatif pour son nouveau projet de galerie. L'assistant ouvrit la bouche, mais ne dit rien. Qu'est-ce que tu attends? Va la trouver. L'assistant se retourna et sortit pratiquement en courant. Dis-je 15. La suite de la mariée restait complètement vide. Maquilleurs, stylistes et demoiselles d'honneur étaient tous présents, échangeant des regards nerveux. Seul le siège de la mariée était vacant. La robe de mariée sur mesure suspendue au cintre exhibait silencieusement sa traîne comme si elle attendait quelqu'un qui n'arriverait jamais. Dis-je 25. Les invités devenaient agités. Des murmures ondulaient entre les bancs. Les gens n'arrêtaient pas de regarder leur montre Rolex. Dis-je 30. L'assistant, au visage gris, fit irruption dans la suite du marié. Breno était assis sur le canapé en cuir, jambes croisées, conservant encore son expression arrogante de « elle va se fatiguer et revenir ». Mais quand il vit ce que son assistant tenait, son expression se figea. Ce n'était ni un téléphone ni un message d'Isa. C'était une enveloppe Kraft. À l'intérieur se trouvaient 2 documents. Le premier était une déclaration unilatérale de dissolution des fiançailles, tamponnée par un cabinet d'avocats d'élite et signée personnellement par Isadora Cavalcante. Le texte était froid, juridique et absolu. Moi, Isadora Cavalcante, renonce volontairement à tous les droits de propriété et financiers associés aux fiançailles avec M.C. Breno Vasconcelos. À partir de ce moment, il n'existe aucune relation légale ou personnelle entre nous. Le second était une capture d'écran de la caméra de sécurité du Penthouse. Le tampon horaire indiquait 2h40 du matin. Il montrait Isadora seule sortant par la porte avec une seule valise usée. Breno bondit du canapé. Les papiers dans ses mains tremblaient légèrement. Et ses affaires? Sa voix devint soudain rauque. Elle a tout pris. L'assistant baissa la tête. L'administrateur de la résidence vient de vérifier. Il ne reste plus un seul objet personnel d'elle dans le dressing. Seulement les choses que vous lui avez offertes. Elles sont toutes empilées ordonnées sur le sol. Les pupilles de Breno se contractèrent violemment. Elle avait laissé tous les cadeaux. Elle n'avait rien emporté. Traitant des millions de raies comme des déchets jetables. Impossible. Breno froissa la lettre de l'avocat dans son poing. Il refusait d'y croire. La porte s'ouvrit en grand et Loredana entra en courant, portant une robe de demoiselle d'honneur rose pastel. Son visage était l'image parfaite de la panique et de l'inquiétude orchestrée. Breno, tout le monde dehors demande pourquoi la mariée n'est pas encore entrée. Que s'est-il passé? Voyant l'expression sombre de Breno, elle courut immédiatement vers lui et lui saisit le bras, d'une voix douce et fragile. Breno, Isa est fâchée contre moi? Je ne voulais pas rivaliser avec elle. Je t'aime tellement. C'est pour ça que je n'ai pas pu retenir mes larmes hier soir. Tu penses qu'elle a entendu quelque chose? Breno ne dit rien.
Il fixait intensément la lettre juridique froissée. Ses tempes palpitaient. Elle était vraiment partie. Partie ainsi, sans poser de questions, sans faire de scène, sans lui donner la moindre chance de s'expliquer. Elle l'avait coupé de façon aussi décisive qu'un chirurgien amputant un tissu nécrosé. Pour une raison quelconque, son cœur rata un battement. Ce n'est pas de la douleur, se dit Bruno. Ce n'est pas de la douleur. C'est la panique de perdre le contrôle. C'est la frustration d'un plan d'affaires ruiné. C'est la fureur d'être surpassé par une femme que je n'ai jamais prise au sérieux. Trouvez-la, siffla-t-il entre ses dents. Activez toutes nos connexions. Trouvez Isadora Cavalcante. Mais il était trop tard. 10h47. La cérémonie avait 15 minutes de retard. Dans le grand salon, les 300 invités d'élite étaient passés des murmures aux discussions ouvertes et bruyantes. Certains cadres se levaient déjà pour partir. Les paparazzis, comme des requins sentant le sang dans l'eau, prenaient frénétiquement des photos de l'arche florale vide. Le mariage des Vasconcelos et la mariée s'est enfui. On dit que la fille Cavalcante lui a servi des papiers légaux. Quelle humiliation massive. La nouvelle se répandit à la vitesse de la lumière. Le directeur RP du groupe Vasconcelos courut dans la pièce, transpirant abondamment. Messieurs, Vasconcelos, les médias dehors deviennent fous. Le président. La porte s'ouvrit brutalement. Otavio Vasconcelos, père de Bruno et président, des veines saillaient sur ses tempes. Il pointa un doigt tremblant vers Bruno et rugit. Qu'est-ce que tu as fait, bon sang? Bruno ouvrit la bouche. Papa, je viens de recevoir un appel des Cavalcantes. La voix d'Otavio trembla d'un mélange terrifiant de fureur et de panique. Isadora a rompu les fiançailles elle-même. Les Cavalcantes ne la retiendront pas. Tu as idée de ce que ça signifie? Les jointures entre nos familles, les conditions du fonds fiduciaire, notre levier, tout est parti en cendres. Il frappa du poing contre une table latérale. Un vase de cristal tomba et se brisa sur le sol. 300 invités, couverture médiatique en direct. Toute l'élite regarde la famille Vasconcelos devenir la risée. Bruno, explique-moi comment tu en es arrivé là. Loredana, terrifiée, se recroquevilla dans un coin, le visage totalement pâle. Elle n'osait pas émettre un son. Bruno resta les lèvres serrées. Il ne pouvait pas dire. Il ne pouvait pas avouer à son père ce qu'il avait claironné à ses amis la veille au soir. Mais, au fond, il savait. Isadora avait tout entendu. C'était pour ça qu'elle était partie de façon si résolue, sans un seul mot de reproche. Je vais arranger ça. Sa voix était si rauque qu'elle était à peine reconnaissable. Arranger. Otavio Vasconcelos ricana froidement, pressant soudain sa main sur sa poitrine, vacillant légèrement. Il vaut mieux que tu arranges, sinon tu supporteras seul les conséquences de la perte de ses droits de vote. Sur ce, il se retourna et sortit furieux, entouré d'une nuée d'assistants paniqués et de l'équipe médicale de garde. Dans le grand salon, la plupart des invités s'étaient déjà dispersés. Sous l'arche vide, 100 000 roses blanches commençaient lentement à faner sous la chaleur des lumières de la scène. C'était censé être le mariage d'Isadora Cavalcante, mais elle n'était plus là. Cette nuit-là, Bruno conduisit jusqu'au Pantouz à Item Bibi. Il ne savait pas à quoi s'attendre. Être qu'Isa sortirait soudain de la chambre d'amis avec les yeux rouges et gonflés et commencerait à l'interroger, lui permettant de dire quelques mots doux et de régler les choses. Être qu'elle serait assise dans le salon prête à casser quelques assiettes, à pleurer et à faire une scène pour qu'il puisse la serrer dans ses bras. Il avait même répété ses répliques en chemin. Ce que j'ai dit hier soir n'était que des paroles d'ivrogne avec les gars. Ne le prends pas au sérieux. Il poussa la porte. Les décorations de mariage personnalisées étaient encore partout. Les pancartes, monsieur et madame reposaient silencieusement sur la cheminée. Les pivoines étaient fanées. Le salon était vide. La chambre était vide. La terrasse était vide. Il marcha rapidement vers le dressing principal et se figea. Le côté droit du dressing était complètement désert. Là où les vêtements personnels et discrets d'Isa étaient autrefois suspendus, il n'y avait plus que des cintres en velours nus se balançant légèrement. Et sur le sol, contre le mur gauche, les objets étaient méticuleusement empilés. Sacs Hermès, boîtes Cartier, vêtements Chanel, talons Givenchy. Chaque article était parfaitement aligné. Et reposant silencieusement sur un birkin noir se trouvait la bague de diamant de 6 carats, brillant froidement. Bruno resta immobile, fixant la pile. Il avait l'habitude de penser que ces objets étaient sa charité gracieuse envers Isa. Chaque fois qu'il lui offrait un sac ou un collier, elle l'embrassait joyeusement et disait « Merci, Bruno ». Il voyait cela comme une aumône, un lubrifiant pour faire mieux fonctionner son outil. Maintenant, toutes ces choses empilées comme un tas de déchets chers lui criaient « Ta soi-disant charité ne vaut pas un centime ». Soudain, une sensation écrasante d'étouffement lui serra la gorge. Bruno ne comprenait pas ce sentiment. Ce n'était pas un cœur brisé. Il s'assura que ce n'était définitivement pas un cœur brisé. C'était l'humiliation d'une gifle en pleine figure. La panique de la proie brisant soudain sa laisse. La fureur de réaliser que son contrôle absolu n'était qu'une illusion. Il pivota, prit un vase ancien sur la table basse et le jeta violemment contre le mur. Crash! Des éclats de porcelaine explosèrent partout. Isadora. Son rugissement résonna dans le Pantouz vide. Les veines de son front saillirent. Ses yeux étaient injectés de sang. Tu penses que tu peux simplement t'enfuir? Il brisa un bol décoratif, puis un cadre photo. Le sol était couvert de débris,
Il respirait lourdement, une sueur froide perlant sur son front. Il s'appuya contre le bord de la table comme une bête acculée. Son téléphone sonna. C'était Loredana. « Bruno, tu vas bien? Je suis tellement inquiète pour toi. Je peux venir? S'il te plaît, ne reste pas seul. » Bruno fixa le nom de Loredana sur l'écran. Soudain, ses lettres parurent insupportablement irritantes. Si Loredana n'avait pas pleuré dans la loge hier, s'il n'avait pas dit ces paroles devant tout le monde pour la calmer, la pensée se forma à peine avant qu'il ne la coupe brutalement. Ce n'était pas sa faute. Isadora dramatisait trop. Entendre quelques phrases et faire exploser le mariage était de la folie. « Je vais bien, dit-il d'une voix rauque. Je la trouverai, elle ne peut pas se cacher. » Il raccrocha et appela un détective privé de haut niveau. Puis il appela des contacts dans les compagnies aériennes, des cadres d'hôtels et des informateurs bancaires. Il voulait tracer chaque mouvement d'Isadora. Cependant, les réponses qu'il reçut, une par une, lui glacèrent le sang. « Monsieur Vasconcello, le numéro de portable de Mademoiselle Cavalcante a été annulé. Pas éteint, complètement annulé. Ses comptes de réseaux sociaux ont disparu. Instagram, LinkedIn, Facebook, tout effacé. Les sources bancaires disent qu'elle a transféré tous ses fonds personnels vers un compte offshore hier soir. Nous ne pouvons pas tracer la destination. Il n'y a aucun enregistrement d'elle embarquant sur des vols depuis Guarulhos, Congonhas ou Viracopos. Il n'y a pas non plus d'enregistrement de bus inter, État. Soit elle a utilisé un faux nom, soit elle est complètement sortie des radars dans la ville. » Chaque rapport était une autre gifle au visage de Bruno. Elle n'avait pas agi sur un coup de tête. Elle avait exécuté une stratégie de sortie impeccable. Au moment où elle avait entendu ces paroles, avec une froideur et une efficacité terrifiantes, elle avait complètement coupé son existence de la sienne, annulant les numéros, supprimant les réseaux sociaux, déplaçant les actifs, faisant ses valises, envoyant la lettre de l'avocat. Tout le processus avait pris moins de 6 heures. Elle ne lui avait accordé ni un seul appel, ni un seul message, ni une seule larme. Elle avait simplement et proprement disparu de son univers comme si elle n'avait jamais existé. Bruno glissa lentement le long du mur jusqu'au sol. Des éclats de porcelaine s'enfoncèrent dans son pantalon sur mesure, mais il ne sentit pas la douleur. Il inclina la tête en arrière, fixant le plafond. Un vide incompréhensible dans sa poitrine s'étendait rapidement, comme si un organe vivant avait été arraché, laissant un trou sanglant et béant d'où un vent glacial hurlait continuellement. Les conséquences de la fuite de la mariée furent bien plus catastrophiques que Bruno ne l'avait anticipé. Le lundi matin, son téléphone explosait, non pas avec des nouvelles d'Isa, mais avec des rapports d'urgence des cadres du groupe Vasconcelos. « Monsieur Vasconcello, les actions du groupe ont chuté de 4 points à l'ouverture. Bruno, les partenaires appellent à propos du mariage. Quelle est la ligne officielle RP? Monsieur Vasconcello, la famille Cavalcante vient d'annoncer qu'elle révise les termes du projet immobilier conjoint dans la capitale. » Bruno agrippa le téléphone, assis dans le salon plein de débris. Il n'avait pas dormi depuis 2 jours. Ses yeux étaient entièrement rouges et sa tête semblait sur le point d'éclater. Mais ce qui lui glaça vraiment la moelle fut un email de la secrétaire du conseil à Dièche. Monsieur Vasconcello, le président a convoqué une réunion d'urgence du conseil pour Trizet. Ordre du jour, restructuration des actifs et reddition de comptes sur l'alliance rompue avec les Cavalcantes. Reddition de comptes. Le mot était une lame dans sa gorge. Bruno ferma les yeux et inspira profondément. Il savait que son père ne lui pardonnerait pas. Le vieux avait presque fait un infarctus au Copacabana Palace. Il n'avait jamais vu une telle déception meurtrière dans les yeux de son père. Pourtant, Bruno refusait obstinément d'admettre sa culpabilité. La faute était celle d'Isa. Elle avait agi de façon radicale. Elle ne lui avait même pas donné la chance d'expliquer. Il se leva. Un morceau de verre mordit son talon, mais il l'ignora. Marchant pieds nus jusqu'à la salle de bain pour se passer de l'eau froide sur le visage, le miroir montra un étranger épuisé. Yeux creux, mâchoire rigide, lèvres gercées. Son téléphone vibra. Loredana. « Bruno, tu as pris ton petit déjeuner? J'ai fait de la tapioca pour toi. Je l'apporte. Peu importe. » Il n'avait pas l'énergie de discuter. À Trizet, dans la salle de réunion au mur de verre au dernier étage de la tour Vasconcelos, sur la Faria Lima, le conseil d'administration était assis autour de l'énorme table en acajou. Ces requins aux cheveux gris fixaient Bruno avec des visages sombres, le regardant comme un chien qui venait de salir le tapis. Otavio Vasconcelos était assis en bout de table. Sa peau était pâle, mais son regard était tranchant comme une lame. Devant lui, une pile de rapports surmontés d'un graphique d'action peint en rouge profond. Depuis que l'annulation du mariage était devenue une nouvelle, la valeur marchande du groupe Vasconcelos s'était évaporée de près de 10 milliards de réais. Parle. La voix d'Otavio était rauque et glaciale. Que s'est-il passé? Bruno s'assit rigidement, le dos droit, les yeux fixés sur les documents, l'estomac contracté. Isadora, elle. Je ne veux pas entendre son nom. Otavio frappa la table de la paume. Je te demande ce que tu as fait pour faire fuir la fille des Cavalcantes sans exiger un seul centime. Tu penses qu'elle a besoin de notre argent? Les Cavalcantes ont leur propre empire. Le silence pesa lourd dans la salle. Tous les regards transperçaient Bruno. Ses lèvres s'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Il ne pouvait pas avouer au conseil qu'il avait qualifié le mariage de coup temporaire. Le faire prouverait qu'il,
L'héritier apparent traitait des alliances stratégiques de plusieurs milliards comme des blagues d'étudiants. Les conséquences directes de l'alliance rompue ont commencé, intervint un conseiller plus âgé à gauche, ajustant ses lunettes. Premièrement, les Cavalcantes ont gelé notre développement conjoint de 2 milliards de réais. Deuxièmement, le fonds familial affirme explicitement qu'un mariage stable est un prérequis pour ton contrôle sur les 5% des droits de vote. Pas de mariage, pas d'action. Il fit une pause, fixant Breno. Troisièmement, la confiance du marché s'est effondrée. Si nous n'avons pas de bonnes nouvelles dans la semaine, les investisseurs institutionnels commenceront à déverser les actions en douce. Les mains de Breno se fermèrent en poings serrés. Et enfin, intervint un autre directeur avec une ironie mal dissimulée, tout le réseau d'art et de philanthropie culturelle qu'Isadora Cavalcante a construit pour notre image corporative est paralysé. Contact avec des collectionneurs de haut niveau, galeries européennes, conseils de musées, c'était des relations personnelles à elle. Elle est partie et cette division est pratiquement morte. Chaque mot était un couteau émoussé sur l'ego de Breno. Il n'en pouvait plus. Elle ne faisait que du support administratif. Ce n'était pas si. Tais-toi. Otávio Vasconcelos ferma les yeux. Sa voix filtra entre ses dents serrées. À partir d'aujourd'hui, la direction des acquisitions d'énergie renouvelable est transférée à ton oncle. Ton autorité de signature exécutive est temporairement gelée à 500 000 réais. Quand tu auras arrangé ce bazar, récupéreras-tu ton pouvoir. Les pupilles de Breno se rétrécirent. Autorité gelée signifiait qu'il avait été effectivement écarté du noyau du groupe Vasconcelos. Réunion terminée. Otávio se leva, pressant sa main sur sa poitrine, et sortit lourdement de la salle. Les vieilles renardes dans leurs costumes sur mesure le suivirent, certains cachant des sourires moqueurs. Breno fut laissé seul dans l'immense salle de réunion. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur son visage, mais ses yeux étaient entièrement vides. Avec des doigts tremblants, il déverrouilla son téléphone et ouvrit sa galerie de photos. Il fit défiler longtemps jusqu'à trouver une photo d'il y a 6 mois. Isadora était dans la cuisine portant l'un de ses grands t-shirts blancs, les cheveux en queue de cheval en désordre, se tournant vers la caméra avec un sourire chaleureux et des yeux en demi-lune pendant qu'elle cuisinait le dîner pour lui. Il resta à fixer la photo jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Cette nuit-là, il réalisa vraiment à quel point le Penthouse était vide. Pas seulement physiquement vide. C'était un silence mort et suffocant qui imprégnait chaque centimètre carré. Quand Isa était là, l'appartement était vivant. Le sifflement de la bouilloire, le cliquetis de son clavier venant du bureau, son fredonnement sous la douche, sa voix douce appelant « Breno, le dîner est prêt ». Maintenant, rien. Il ouvrit le réfrigérateur vide. Il était constamment approvisionné autrefois. Isadora planifiait méticuleusement ses repas pour s'assurer que sa gastrite induite par le stress ne l'attaque pas. Maintenant, il n'y avait que 2 bouteilles d'eau gazeuse et un yaourt expiré depuis 3 jours. Il ferma la porte, sentant la brûlure familière dans son estomac. Son téléphone sonna. Un appel vidéo de Loredana. Il répondit. Loredana apparut à l'écran, fraîchement sortie du bain, portant une nuisette en soie rose. Des larmes brillaient sur ses cils. Breno, tu es seul à la maison? Tu veux que je vienne? Je peux cuisiner pour toi. Qu'est-ce que tu sais cuisiner? Breno se frotta les tempes palpitantes. Loredana cligna des yeux. Je peux apprendre. Ce que tu veux. Mon estomac me tue. Fais une tapioca ou quelque chose de léger. D'accord, je serai là dans 30 minutes. 40 minutes plus tard, Loredana vola pratiquement à l'intérieur de l'appartement. Relevant ses manches, elle marcha vers la cuisine. Le chaos suivit. Breno s'assit dans le salon en écoutant le désastre. Porte d'armoire claquant, pot d'épices se brisant, elle criant « Où ranges-tu la gomme ?» 1 heure plus tard, Loredana apparut avec une assiette. Breno baissa les yeux. La tapioca était une masse caoutchouteuse, brûlée et grise. L'odeur de brûlé lui frappa le nez, le faisant reculer. Breno. Loredana se mordit la lèvre, paraissant totalement lamentable. J'ai vraiment essayé, je ne savais pas que c'était si difficile. Je pensais qu'il suffisait de jeter dans la poêle. Isa faisait paraître ça si facile. Breno fixa la masse brûlée et une image d'Isadora brilla violemment dans son esprit. Sa nourriture était toujours à la consistance parfaite, accompagnée de jus frais et de ses médicaments attendant à côté. Prends d'abord le médicament. La nourriture va refroidir un peu pendant que tu termines, disait-elle souvent. Le souvenir fut si vif qu'il parut d'hier. Sa poitrine se serra brusquement. Ce n'est pas de la douleur, se dit-il à nouveau. C'est seulement l'inconfort d'une routine brisée. Emporte ça. Il tourna la tête. J'ai perdu l'appétit. Loredana se figea et les larmes débordèrent immédiatement. Breno, tu me détestes maintenant? Je sais que je ne suis pas aussi capable qu'Isa, mais je t'aime. Pourquoi es-tu si froid avec moi? Ça me fait peur. J'ai dit, emporte ça. Hurla soudain Breno, se levant d'un bond. Un silence mortel tomba sur la salle. Loredana frissonna violemment, les larmes coulant sur son visage. Elle n'osa pas bouger. Breno lâcha un soupir rauque, se retourna et pinça l'arête de son nez. Va-t'en. Sa voix était rude. Je veux rester seule. Loredana resta immobile un moment, puis murmura doucement. D'accord, prit son sac et s'enfuit. Quand la porte claqua, l'appartement plongea à nouveau dans l'abîme du silence.
Bruno s'assit sur le canapé en fixant la tapioca brûlée. Son estomac lui faisait si mal qu'il dut se courber. Dans les semaines suivantes, la vie de Bruno commença à s'effondrer visiblement. Sans Isadora gérant la machinerie complexe de son existence, les erreurs s'accumulèrent exponentiellement. D'abord, ce fut le réseautage social. Isadora ne gérait pas seulement les investissements en art. Elle gérait la toile invisible des connexions de la haute société de Bruno. Quelle épouse de conseiller avait un anniversaire? Quel cadeau envoyer? Quel vin spécifique le commissaire de la ville préférait? Comment organiser le plan de table à la gala annuelle de charité pour que des rivaux amers ne soient pas assis ensemble? Tous ces micro-détails critiques étaient stockés dans le cerveau d'Isa. Maintenant, Loredana avait pris le rôle avec enthousiasme et les résultats furent apocalyptiques. Dans sa première semaine, Loredana appela l'épouse d'un partenaire clé de la Faria Lima pour fixer un déjeuner. Elle utilisa non seulement le mauvais prénom, mais assassina aussi le prestigieux nom de famille. La femme appela directement le bureau de Bruno, dégoulinant de dédain d'élite. Il semble que la nouvelle future Madame Vasconcelos ne se donne même pas la peine de faire ses devoirs. Quelle honte! Bruno dut s'humilier personnellement au téléphone, perdant un immense prestige. Dans la deuxième semaine, Loredana assista au déjeuner du comité de charité, un réseau déguisé de collecte d'intelligence pour les épouses des courtiers de pouvoir de São Paulo. Isadora dominait autrefois ces événements avec une grâce naturelle, extrayant des potins corporatifs vitaux pour Bruno. Loredana apparut couverte de la tête aux pieds de logos criards de marque. Elle ne savait pas qui était marié avec qui était en conflit ou quel sujet était tabou. Pire, elle se plaignit fort à la table. Bruno traverse un moment si difficile. C'est à cause de cette fille Isadora qui s'est enfuie. Le lendemain matin, la phrase circulait dans tout Jardim Europa. La nouvelle maîtresse de Vasconcelos parle mal de l'ex-fiancé lors d'un déjeuner de bienfaisance. Absolument sans classe. Le niveau de la famille Vasconcelos a tellement baissé? Le département RP du groupe Vasconcelos travailla jusqu'à 3 heures du matin pour étouffer les notes dans les colonnes sociales. Les actions, après une brève stabilisation, commencèrent à chuter à nouveau. Bruno s'asseyait dans son bureau en fixant des captures d'écran du désastre RP, ses tempes palpitaient violemment. Il cria sur Loredana au téléphone pour la première fois. « Je t'ai envoyé là, bas pour faire des contacts, pas pour nous transformer en risée. Tu as quelque chose dans cette tête ?» Loredana sanglota au téléphone. « Bruno, je ne savais pas que c'était si compliqué. Comment Isa se souvenait-elle de tout ça? Je ne suis pas elle. Je n'y arrive pas. Elle avait un fichier maître. » Siffla Bruno. Une matrice complète des relations de chaque famille, leurs préférences et leurs tabous. Tout était dans un fichier. Il s'arrêta brusquement. Ce fichier était sur l'ordinateur portable personnel d'Isadora. Elle l'avait emporté avec elle. Bien sûr qu'elle l'avait emporté. C'était sa propriété intellectuelle, résultat de son travail méticuleux. Bruno recula dans son fauteuil de bureau, fermant les yeux. Ce nom, comme un nœud coulant serré, lui serrait la gorge. Isadora, Isadora, il ne pouvait pas arrêter de penser à elle. Chaque fois qu'une crise explosait, il pensait, si elle était là, ça ne serait pas arrivé. Chaque fois qu'il rentrait dans le penthouse mort, il pensait que si elle était là, les lumières seraient allumées. Ces pensées le rendaient fou, alimentant un mélange toxique de fureur et d'un désir désespéré et sans sommeil. Il la voulait de retour. Pas par amour, rationalisait-il, mais parce que j'ai besoin d'elle. Elle était son outil, et il s'était habitué à la perfection avec laquelle elle fonctionnait. Seulement maintenant que l'outil était parti, il réalisait qu'il en était complètement dépendant. Et la partie la plus terrifiante, il ne savait même pas où elle était. Dans la 3e semaine, Bruno craqua. Assis dans son bureau assombri, il ouvrit WhatsApp. L'historique des conversations était encore là, bien que son numéro soit inactif. Il remonta les mois. Bruno, ton avoine est sur le feu. N'oublie pas de manger. Bruno, c'est l'anniversaire de l'épouse du CFO demain. J'ai laissé le vase en cristal emballé sur la table d'entrée. Bruno, tu travailles encore tard? Rentre vite à la maison. Tu me manques. Douce, comme un ruisseau silencieux. Il avait l'habitude de regarder à peine ses messages, les trouvant nécessiteux et inutiles. Maintenant, il fixait ces 3 mots. Tu me manques. Sa poitrine se serra si douloureusement qu'il pouvait à peine respirer. Ses doigts tremblaient tandis qu'il tapait un message. Isa, si tu reviens, nous pouvons avoir le mariage à tes conditions. Je t'en supplie, rencontrons-nous juste. Il envoya. Message non délivré. Il essaya à nouveau. Non délivré. Il essaya encore et encore. Chaque tic gris était une gifle brutale. Bruno jeta violemment son téléphone contre le mur en acajou, où il se brisa. Il agrippa le bord de son bureau, haletant, une sueur froide coulant sur son visage. Une perception horrifiée lui vint. Du moment où elle avait quitté la répétition jusqu'à ce jour, 3 semaines plus tard, Isadora ne lui avait pas envoyé un seul mot. Aucun reproche, aucune exigence de clôture, aucun « Comment as-tu pu me faire ça ?» Rien. Elle s'était évaporée complètement et proprement, sans un seul soupçon de regret. Ce silence mort était bien plus terrifiant que n'importe quelle discussion hystérique. Si elle était revenue et avait fait une scène, il aurait eu un levier à tirer, une chance de prouver qu'il se souciait. Mais elle ne se souciait pas. Elle ne se souciait absolument pas.
La Isadora tendre et dévouée qui lui envoyait « Tu me manques » tous les soirs était morte, comme si elle n'avait jamais existé. Pendant ce temps, la position de Loredana se détériorait rapidement. Elle n'était pas entièrement stupide. Elle savait qu'elle perdait le contrôle. Avec Isadora partie, Loredana avait été poussée sous les projecteurs impitoyables de la haute société poliste. Universellement étiquetée comme la briseuse de foyer, même les employés de la famille Vasconcelos la regardaient avec un dégoût mal dissimulé. Mais tant que Bruno aurait besoin d'elle, elle pouvait feindre la confiance. Dernièrement cependant, Bruno était froid comme la glace. Avant le désastre, même quand il affirmait que le mariage était une affaire, il traitait Loredana avec une affection indulgente, lui achetant des bijoux, l'emmenant dans des clubs exclusifs. Mais maintenant, il ignorait ses messages et lui criait dessus chaque fois qu'ils étaient dans le même environnement. L'anxiété de Loredana atteignit le point d'ébullition. Un après-midi, errant dans le shopping Cidade Jardim, elle repéra une robe de gala exclusive. C'était la robe parfaite pour une gala d'art global très médiatisée. Poussée par un besoin désespéré de prouver qu'elle appartenait à ce monde, elle utilisa la carte Amex corporative de Bruno pour l'acheter. Pendant que la caissière passait la carte, une socialite proéminente debout à proximité lâcha un rire moqueur. « Ah, n'est-ce pas cette protégée de la famille Vasconcelos ?» La femme traîna les mots, regardant Loredana de haut en bas. La briseuse de foyer essaie de jouer à la poupée sur la scène principale. Tu as éloigné quelqu'un avec le pedigree d'Isadora Cavalcante et maintenant tu as l'audace de défiler en haute couture. Loredana pâlit. Comment ? Tu m'as entendu. La femme ricana. Toute la ville sait comment tu t'es glissé dans ce lit. C'est franchement révoltant. Les mains de Loredana tremblèrent. Elle agrippa le sac de course et s'enfuit sans regarder en arrière. Mais les conséquences furent pires qu'elle ne l'imaginait. Cette nuit-là, la socialite posta une note anonyme dans son story privé Instagram, avistait une certaine maîtresse vulgaire en train de faire exploser la carte de son sugar daddy dans une robe aujourd'hui. Elle ne sait pas que la classe ne s'achète pas. Le lendemain matin, la capture d'écran était dans tous les groupes WhatsApp des jardins. Le RP du groupe Vasconcelos était une fois de plus en mode contrôle des dommages agonisants. Quant Otavio Vasconcelos, se remettant de son pré, infarctus dans sa suite à l'hôpital syrio-libanais, vit l'article dans les colonnes de Potin, son moniteur de pression commença à biper de manière incontrôlable. Les médecins avaient ordonné un calme absolu, mais son fils inutile lui plantait des dagues dans le cœur quotidiennement. « Appelle Bruno », allaitta-t-il à son infirmière. 30 minutes plus tard, Bruno entra dans la chambre VIP. Otavio taïchadosse adzoleirs, les visages pâlis, mais les yeux perçants. Il regarda son fils joue creuse, pas rasé, épuisé et la rage explosa à nouveau. Cette fille, Loredana, ordonna Otavio, la voix comme des pierres broyées. Débarrasse-toi d'elle. Bruno resta au pied du lit, les mains dans les poches, lèvres scellées. Si tu ne la chasses pas, n'espère même pas récupérer tes pouvoirs exécutifs. Otavio ferma les yeux, à bout de souffle. Elle est une humiliation ambulante pour cette famille. Papa, Loredana, et l'Est quoi? La voix d'Otavio monta dangereusement, agrippant sa poitrine tout en gémissant de douleur. Dès qu'il reprit son souffle, il siffla. Qu'est-ce qu'elle peut vraiment faire pour toi? Elle peut stabiliser les actions, garantir une fusion, négocier avec le conseil? Dis-moi, de tout ce qu'Isadora Cavalcante a fait, qu'est-ce que cette imitation bon marché a réussi à accomplir? Tu as risqué tout l'empire Vasconcelos pour un morceau de déchets inutiles. Le moniteur cardiaque commença à hurler. L'équipe médicale entra en courant. Monsieur Vasconcelos, vous ne pouvez pas stresser le patient, aboya le médecin de garde à Bruno. Bruno resta figé. Ses lèvres bougèrent, mais il n'avait pas d'argument. Il se retourna et sortit. Les lumières fluorescentes aveuglantes du couloir de l'hôpital le frappèrent. Il s'appuya lourdement contre le mur, inclinant la tête en arrière. Sa pomme d'Adam sauta. Les paroles de son père martelaient dans son crâne. De tout ce qu'Isadora Cavalcante a fait, qu'est-ce qu'elle a réussi à accomplir? Les mots faisaient plus mal que n'importe quelle malédiction parce qu'ils étaient la vérité absolue. Bruno fut finalement forcé de confronter la réalité dont il fuyait. Isa n'avait jamais été seulement une épouse temporaire ou un outil jetable. Elle était le mortier qui maintenait toute sa vie désagrégée ensemble. Elle était son filet de sécurité, la seule personne qui couvrait toujours ses angles morts. Et il l'avait perdue. Non, il ne l'avait pas seulement perdue. Il l'avait chassée par la porte de ses propres mains. Cette nuit-là, de retour aux Pentouses, Bruno fit deux choses. D'abord, il appela une entreprise d'intelligence globale d'élite et tripla la valeur de leurs services. Peu importe les méthodes que vous utilisez. Je veux la localisation d'Isadora Cavalcante dans un mois. Deuxièmement, il trouva un foulard de soie qu'Isa avait l'habitude de porter. Il avait été laissé sur un crochet derrière la porte du dressing, échappant d'une manière ou d'une autre à la pile sur le sol. Il portait encore l'arôme subtil de son parfum de jasmin. Sans aucune fragrance lourde ou chère, Bruno agrippa le foulard dans sa main et s'assit dans le salon dans l'obscurité totale jusqu'à l'aube. Il refusait d'admettre qu'il pensait à elle. Mais son corps était douloureusement honnête. Son estomac se contractait agonisamment, non de faim, mais parce que la personne qui lui apportait instinctivement de l'eau tiède et des médicaments était partie. Son corps, de la manière la plus primitive, était en deuil de ce qu'il avait détruit.
Pendant que l'horizon de São Paulo passait du noir au pourpre, puis au gris pâle, Bruno regarda la soie verte douce dans ses mains. Ses lèvres bougèrent comme si elles voulaient dire quelque chose. Mais tout ce qui sortit fut le silence. Un silence long et infini. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Isadora Cavalcante reconstruisait son empire. Le 3e jour après avoir quitté Brno, elle loua un studio ensoleillé et charmant dans une maison ancienne à Villa Madalena. Il était petit, seulement 60 mètres carrés, mais avait une énorme fenêtre panoramique donnant sur une rue tranquille bordée de Sibipiruna. Elle le décora simplement, ses gravures d'art préférées au mur, un monstera en pot sur la table et des étagères bien organisées avec des catalogues de commissariats qu'elle avait collectionnés depuis l'université. C'était son sanctuaire. Sans Bruno, sans la famille Vasconcelos, juste elle et son ambition. Dans les premiers jours, elle ne s'arrêta pas de bouger. Le jour, elle réactivait ses anciens contacts de l'industrie, mettait à jour son portfolio et organisait son réseau. La nuit, elle travaillait sur des propositions de commissariats indépendants jusqu'à l'aube. Elle ne se permettait pas de s'arrêter, parce qu'au moment où elle le ferait, les souvenirs reviendraient en rampant. Le sourire arrogant de Breno, la fausse plainte de Loredana, les rires des amis. Chaque fois que ces échos surgissaient, la nausée sévère revenait. Mais elle ne pleurait jamais. Elle avait versé ses larmes pendant ces 2 minutes sur le sol de la salle de bain. C'était la dernière miséricorde qu'elle accorderait à Bruno Vasconcelos. À la place de la tristesse, surgit un hyperfocus froid, presque obsessionnel. Comme un superordinateur redémarré, elle consacra toute sa capacité à sa carrière. Elle contacta des collectionneurs d'art globaux, des propriétaires de galeries et des directeurs de musées, des personnes avec qui elle avait laissé les relations se refroidir pendant qu'elle jouait le rôle de la fiancée obéissante des Vasconcelos. À sa légère surprise, la réponse fut écrasante d'enthousiasme. Plusieurs directeurs de galeries européennes lui dirent sans détour, « Isa, nous avons toujours pensé que tu gaspillais ton génie dans les projets de vanité corporative des Vasconcelos. Ta place est sur la scène principale. » En lisant ses emails, les coins de ses lèvres se courbèrent. Oui, elle avait sa propre scène. Elle l'avait toujours eue. Elle avait seulement caché sa lumière sous un fardeau appelé Vasconcelos. Pendant 2 ans, pour un homme qui ne la respectait même pas, elle avait enterré le sommet de sa carrière. La nausée familière bouillonna, mais elle la réprima. Ne pense pas à ça. La vieille Isadora est morte à la porte de cette loge. Celle qui vit suit simplement son chemin. À son 18 jours à Villa Madalena, elle reçut un appel. L'identifiant montrait un numéro enregistré dans ses contacts, mais un qu'elle n'avait jamais composé. C'était la ligne directe du bureau exécutif de Rocha Capital. Rocha Capital, un nom prononcé à voix basse et révérencieuse sur la Faria Lima. Ce n'était pas seulement un fonds spéculatif. C'était le prédateur suprême du marché financier global. Le fondateur et PDG, Dante Rocha, était une énigme. Il apparaissait rarement en public, opérant avec une furtivité implacable qui frôlait le mythe, mais chaque mouvement qu'il faisait altérait les plaques tectoniques du marché global. Isadora répondit. Le ton du directeur général fut exceptionnellement poli. Mademoiselle Cavalcante, nous avons suivi vos récents mouvements indépendants. Concernant le lancement de l'initiative culturelle emblématique de Rocha Capital au Porto Maravilha, à Rio, Rocha souhaiterait vous rencontrer personnellement. Quand seriez-vous disponible? Isadora serra le téléphone, les jointures légèrement blanchies. Le projet Porto Maravilha. C'était le joyau de la couronne du portefeuille immobilier de Rocha Capital cette année. Un développement de milliards de réais visant à créer le plus grand hub intégré d'art, de technologie et de commerce de luxe en Amérique latine. S'il réussissait, il redéfinirait complètement le paysage du marché de l'art global. Et il venait à elle. Oui, sa voix fut ferme, dépourvue d'excès d'émotion. Dites l'heure et le lieu. En raccrochant, elle s'assit dans son studio, observant la lumière du soleil filtrée par les feuilles des Sibipiruna sur sa table. Elle regarda son annulaire nu. La marque pâle laissée par le diamant de 6 carats disparaissait déjà. Bientôt elle disparaîtrait complètement, tout comme cette relation. Tout comme cet homme parti pour toujours. Elle sourit, ferma son MacBook et marcha jusqu'à son dressing pour sélectionner un tailleur pour la réunion du lendemain. Le 2e acte de la vie d'Isadora Cavalcante avait officiellement commencé. La 4e semaine commença par une gifle assourdissante au visage de Bruno Vasconcelos. Pendant une réunion tendue du conseil, l'oncle de Bruno, le vice-président, jeta un rapport préliminaire d'appel d'offres sur la table. « Regardez ça », cracha l'oncle, exhibant le tranchant implacable d'un vieux prédateur corporatif. « Nous avons perdu l'appel d'offres pour le projet de révitalisation urbaine de Curitiba. Vous savez qui nous a battus ?» Bruno regarda la couverture du rapport. Ses pupilles se contractèrent. Rocha Capital. Oui, Rocha Capital. Son oncle ricana froidement, se reculant dans sa chaise. Et vous savez pourquoi nous avons perdu? Parce que leur proposition incluait une infrastructure culturelle IP totalement intégrée et sans précédent. C'était le facteur décisif pour la mairie. Notre division art n'a produit aucune proposition viable depuis que votre ex-fiancé est parti. Ces consultants que tu as embauchés pour la remplacer ne savent même pas les bases. Isa. Son ombre était partout. Bruno serra les poings sous la table, mais resta silencieux. Après la réunion, seul dans son bureau, il réussit à accéder à un résumé exécutif divulgué de la proposition gagnante de Rocha Capital.
Il feuilleta jusqu'à la page 37. En bas, en petites lettres, architecte culturel leader, IC, Isadora Cavalcante. Ses mains commencèrent à trembler violemment. Elle n'avait pas seulement disparu. Elle avait déserté pour Rocha Capital, le concurrent le plus terrifiant du groupe Vasconcelos. Bruno jeta le dossier à travers la pièce, se leva et commença à marcher frénétiquement, respirant avec difficulté. Des scénarios terribles passaient dans son esprit. Quand avait-elle contacté Rocha Capital? Avant le mariage? Après? Était-ce une trahison préméditée ou un virage spontané? Il se força à se calmer. D'après la chronologie, elle devait avoir contacté après son départ. Mais la vitesse de devenir l'architecte leader d'un projet de milliards en moins d'un mois, qu'est-ce que cela signifiait? Cela signifiait que son influence dans l'industrie était astronomiquement plus grande qu'il ne l'avait jamais compris. Cela signifiait que le support administratif qu'il avait si ouvertement ridiculisé était en réalité un actif rare que tout le marché se disputait. Cela signifiait qu'il avait été catastrophiquement dans l'erreur depuis le premier jour. Il avait pensé qu'elle était un accessoire dans sa vie. Elle était le moteur réel. Et il l'avait personnellement livrée sur un plateau à son plus grand rival. Cette nuit-là, Bruno s'assit à l'arrière de son SUV, ordonnant au chauffeur de circuler autour des anciens refuges d'Isa, la librairie indépendante à Villa Maddalena, le petit bistrot français qu'il fréquentait, une rue spécifique et tranquille du quartier. Il tourna 3 fois. Bien sûr, il ne la vit pas. Elle n'existait plus dans son passé. Finalement, pendant que la voiture s'arrêtait sous un lampadaire, Bruno prit son téléphone et fixa le nom du contact. Il ouvrit l'application de notes et commença à taper lentement. « Où es-tu ? Pourquoi ne m'as-tu pas donné une seule chance d'expliquer? Tu aurais au moins pu me crier dessus. » Il fixa les mots brillants pendant un long moment, puis sélectionna le texte et tout effaça. Il jeta le téléphone sur le siège, s'appuya et ferma les yeux. Les lumières néon défilantes lavaient son visage, clignotant comme une étoile mourante. Pendant ce temps, la situation de Loredana implosait. Après l'incident au centre commercial, elle avait été entièrement bannie du « club des épouses de l'élite ». Les invitations qu'elle envoyait recevaient un silence assourdissant. Dans les groupes de messages, ces textes tuaient instantanément les conversations. Même les vendeurs des magasins qui la flattaient autrefois la regardaient maintenant à travers elle. Sa panique généra des erreurs fatales. Désespérée de prouver qu'elle était encore la future Madame Vasconcelos, elle utilisa secrètement la carte corporative de Bruno pour acheter un collier d'émeraude de 400 000 réais. Elle pensa que le porter au prochain événement ferait taire tout le monde. Le visage de Bruno quand il vit l'alerte de fraude fut quelque chose que Loredana n'oublierait jamais. Ce n'était pas de la colère. C'était un épuisement froid et mort. « Rends-le », dit-il, la fixant intensément. « Bruno, j'ai dit rends-le. » Loredana se mordit la lèvre, les larmes surgissant immédiatement. « Tu ne me laisseras même pas dépenser un peu d'argent maintenant ?» Isadora dépensait 10 fois plus et tu ne disais jamais un mot. Chaque réal qu'Isadora dépensait générait 10 réals en images corporatives et relations avec les investisseurs, déclara Bruno, la voix comme une pluie gelée. « Qu'est-ce que tu génères ?» Les mots la frappèrent comme un coup physique. Loredana recula, le visage devenant blanc comme de la craie. « Tu me compares à elle ?» Sa voix trembla. « Bruno, tu as dit que tu ne l'aimais pas. Tu as dit que tu m'aimais. Tu as dit que tu m'épouserais dès que tu obtiendrais les actions. Assez. » Bruno se leva, prenant son manteau. Sa voix était froide comme des rails d'acier en hiver. « Je n'ai pas la patience de discuter de ça avec toi maintenant. » La porte claqua au visage de Loredana. Laissée seule dans l'immense pentouse, ses larmes débordèrent enfin. Elle regarda un bracelet Cartier en or que Bruno lui avait acheté des mois plus tôt. C'était autrefois son trophée suprême, la preuve qu'elle avait gagné. Maintenant, il semblait aussi fragile qu'une brindille sur le point de se briser. Elle était terrifiée. Elle avait peur que Bruno n'ait plus besoin d'elle. Mais ce qui l'effrayait le plus était la perception croissante que la femme dont il avait vraiment besoin n'avait jamais été elle. Isadora Cavalcante rencontra Dante Rocha pour la première fois dans la salle de conférence du dernier étage du siège de Rocha Capital, sur la Faria Lima. L'espace était minimaliste, presque monastique sans décoration superflue, seulement des fenêtres du sol au plafond avec vue sur l'horizon de São Paulo, et une énorme plaque de marbre noir servant de table. Étendue sur le marbre se trouvait sa proposition maîtresse pour le hub global des arts du Porto Maravilha. C'était un prospectus dense et brillant, résultat de 2 semaines de nuit sans sommeil. Elle portait une robe bleu marine sur mesure, les cheveux relevés en un chignon élégant, le maquillage raffiné mais discret. Elle se tenait près du projecteur, présentant à un groupe d'associés seniors. Le marché de la consommation d'art en Amérique latine traverse un changement de paradigme structurel. Le modèle traditionnel de galerie a atteint un plafond. Nous avons besoin d'une architecture d'actifs purement expérientielle qui fasse passer l'art érudit de la simple collection à la consommation immersive, tout en tirant parti de sa fonction comme dérivé financier. Sa voix était ferme et autoritaire. Ses données étaient précises jusqu'à la décimale, sa logique à toute épreuve. Les associés seniors, des hommes notoirement brutaux qui détestaient perdre du temps, s'assirent inconsciemment plus droit. Cependant, le regard d'Isa ne tomba pas une seule fois sur l'homme assis à l'autre extrémité de la table Dante Rocha, 34 ans, le souverain absolu de Rocha Capital. Il était assis dans l'ombre du coin distant,
Portant une chemise sociale graphite foncée, déboutonnée au col, manches retroussées jusqu'aux avant-bras. Une montre mécanique vintage reposait sur son poignet. Ses traits étaient nets, comme sculptés dans le marbre, et ses yeux, sous la lumière froide de la salle, étaient d'un ambre pénétrant. Il observait Isa depuis qu'elle était entrée. Ce n'était pas un regard prédateur ou d'évaluation. C'était une observation profonde, contenue et intensément analytique. Il la regardait de la manière dont on étudie un artefact inestimable récemment découvert, calme, concentré et vibrant d'un intérêt aigu. Isa termina sa présentation. La salle resta silencieuse pendant 3 secondes avant qu'une salve d'applaudissements sincères n'éclate. Les associés murmurèrent leur approbation. Le directeur général fit mine de conclure officiellement la réunion quand une voix résonna du fond de la table. « Restez. » Un seul mot. La voix était basse, possédant un gravier magnétique naturel. Elle n'était pas forte, mais portait une gravité pénétrante impossible à ignorer. La salle devint instantanément silencieuse absolue. Dante Rocha sortit des ombres. Il était grand, et au moment où il se leva, une aura de pouvoir tacite mais écrasante émana de lui. Il marcha lentement vers le bout de la table où se trouvait Isa, ses chaussures en cuir claquant rythmiquement contre le sol. Comprenant le signal, tous les autres cadres sortirent silencieusement de la salle. La lourde porte claqua. Ils étaient seuls. Isa maintined sa position, relevant légèrement le menton pour rencontrer son regard. Son visage était calme, sa posture parfaitement droite. Elle savait exactement qui se tenait devant elle. Dante s'arrêta à environ 1 mètre. Il regarda les plans et modèles financiers éparpillés. « La proposition est impeccable, dit-il. Sans fausse courtoisie corporative, seulement une évaluation mathématique. Meilleure que ce que j'anticipais. Merci. » Isa fit un léger signe de tête. Dante ne répondit pas immédiatement. Son regard s'attarda sur son visage pendant 2 secondes, notant les ombres légères sous ses yeux et la légère pâleur de ses lèvres. Sans un mot, il marcha jusqu'à un buffet intégré, ouvrit un tiroir thermique et sortit une élégante bouteille thermos en céramique. Elle ne contenait ni café ni whisky, mais un matcha au lait d'avoine chaud et mousseux. Il plaça la tasse sur la table directement devant elle. « Votre pourcentage de graisse corporelle est dangereusement bas et vous semblez épuisé, affirma-t-il. Son ton était neutre, comme s'il lisait un rapport de profit trimestriel. Le travail cognitif de haute intensité nécessite un carburant calorique de base. Buvez ça et rentrez chez vous ensuite. » Isa fixa la tasse fumante, momentanément stupéfaite. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où quelqu'un avait remarqué son état physique. Pendant ces 2 années avec Bruno, il n'avait jamais remarqué si elle avait mangé ou dormi. Pour lui, elle était une machine de mouvement perpétuel, toujours prête à servir. Pourtant, cet étranger, l'homme le plus craint de la Faria Lima, lui avait jeté un regard et avait instantanément diagnostiqué son épuisement. Sa gorge se serra. Elle prit la tasse. La chaleur pénétra dans ses paumes. « Merci, » dit-elle, la voix un peu plus douce, portant un tremblement microscopique. Dante fit un signe de tête court, reculant et enfonçant les mains dans ses poches. « Mademoiselle Cavalcante. » « Oui, l'initiative Porto Maravilla de Rocha Capital, un portefeuille de 100 milliards de réais, est officiellement entre vos mains à partir d'aujourd'hui. » Il fit une pause, verrouillant ses yeux ambre directement dans les siens. Sa voix baissa d'un ton, résonnant avec une conviction silencieuse. « Vous méritez plus que le simple respect. » Isa tint la tasse de céramique chaude. Elle regarda cet homme. Il n'y avait aucune arrogance condescendante dans son comportement, aucune pitié paternaliste, et absolument aucune implication qu'une femme ne pouvait pas gérer la pression. Il reconnut simplement sa compétence pure comme une égale et convertit instantanément sa confiance en pouvoir brut absolu, 100 milliards de réais. Elle n'avait jamais touché une fraction de cela au groupe Vasconcelos. Non pas parce qu'elle n'en était pas capable, mais parce que Bruno Vasconcelos ne lui en avait jamais donné la chance. Pour Bruno, elle était une assistante glorifiée destinée au travail manuel. Dante Rocha venait de lui livrer tout le royaume. Le cœur d'Isa fit un étrange et puissant bond. Ce n'était pas un frémissement de passion romantique. C'était quelque chose de bien plus profond. C'était comme si une lourde porte de fer qui avait été verrouillée pendant des années avait été soudainement ouverte d'un coup de pied, et l'explosion éblouissante de lumière solaire l'avait étourdie. « Je livrerai le résultat, » dit-elle. Sa voix était inébranlable, ses yeux brûlant d'une lumière soudaine et féroce. Dante Rocha observa le feu s'allumer dans ses yeux, les coins de sa bouche tremblèrent vers le haut. Ce n'était pas un sourire complet, mais un adoucissement subtil comme un courant chaud se déplaçant sous un océan gelé. « Je sais que vous le ferez, » dit-il. Dans les 2 mois suivants, Isadora s'enterra dans le projet, dirigeant une équipe d'élite choisie à la main. Elle construisit toute l'infrastructure à partir de zéro, l'IOAT architecturaux, acquisition de commissariats, partenariat avec des marques de luxe et stratégie RP globale. Elle supervisa personnellement chaque détail brutal. Elle dormait 4 heures par nuit, mais physiquement elle s'épanouissait. Ce n'était pas l'adrénaline toxique et frénétique de son passé. C'était la vitalité pure et rayonnante d'une femme opérant dans son élément suprême. Ses yeux étaient brillants, sa peau illuminée. Elle restait mince, mais une nouvelle confiance inébranlable marquait sa voix, une confiance totalement indépendante de tout homme ou titre familial, enracinée entièrement dans sa propre compétence écrasante. Dante était incroyablement occupé.
Son agenda était segmenté en intervalles de 5 minutes. Cependant, tous les 3 ou 5 jours, il apparaissait dans la salle de guerre du projet. Pas comme un micromanager surveillant son investissement, il ne questionna jamais son jugement professionnel. Il arrivait toujours silencieusement. Parfois, après 6 heures de négociations consécutives avec des fournisseurs, Isa trouvait un bol de grains avec du wagyu premium et un thé chaud l'attendant sur sa table. Elle levait les yeux et voyait Dante debout près de la porte lisant un dossier, semblant simplement passer par là. « Manger, puis continuer », disait-il avant de partir. Parfois, quand elle était assise dans le couloir paraissant visiblement épuisée, il sortait d'une réunion proche, ses yeux se posant sur elle pendant une fraction de seconde pour évaluer son état. Il disait alors nonchalamment à son assistant « Repoussez mon prochain appel d'1 heure. Donnez à l'équipe de Mademoiselle Cavalcante une pause obligatoire. » Il ne franchissait jamais la ligne. Il n'agissait jamais comme un sauveur. Au début, Isadora n'interprétait rien d'autre. Elle voyait Dante comme un pragmatique suprême. Protéger la santé physique d'un actif clé et simplement protéger l'investissement. Mais sa perspective changea une nuit pendant la course finale avant l'annonce du lancement. Elle resta dans le studio de Villa Maddalena jusqu'à 2 du matin à ajuster les schémas d'éclairage architecturaux. Tous les autres étaient déjà partis. Un coup doux à la porte la fit sursauter. Elle leva les yeux. Dante était dans l'embrasure. À 2 du matin, il portait un costume sombre sur mesure sur une chemise blanche, les boutons supérieurs ouverts, semblant sortir tout juste d'un dîner politique de haut niveau. Il tenait un sac discret d'un club gastronomique exclusif de Sao Paulo. « Encore ici » affirma-t-il au lieu de demander. C'était comme s'il savait déjà. Isa cligna des yeux, surprise. « Monsieur Rocha, vous passiez par là ?» Il entra, posant le sac sur sa table. À l'intérieur se trouvait un récipient de soupe de poulet au gingembre et à la ciboule, réconfortante et chaude, et une boîte de macarons de pâtis piva. « Votre chef de cabinet a mentionné que vous aviez sauté le dîner. » Isadora fixa la nourriture chaude et un nœud se forma dans sa gorge. Non seulement parce qu'elle était touchée, mais à cause d'une sensation bizarre de déjà-vu. Elle se souvint des innombrables fois où elle s'était réveillée au milieu de la nuit pour préparer de l'avoine et séparer des antiacides pour Bruno. Personne n'avait jamais fait cela pour elle. Elle était toujours la soignante. Et maintenant, l'homme le plus puissant du marché financier avait fait un détour à 2 du matin juste pour lui apporter un repas chaud. « Merci », réussit-elle à dire, la voix un peu enrouée. Dante ne s'assit pas. Il resta près de sa table, son regard tombant sur les schémas d'éclairage sur ses moniteurs doubles. Il les étudia pendant 10 secondes avant de dire « La température de couleur dans la zone 3 peut baisser d'1 demi-Kelvin. La chaleur va entrer en conflit avec les tons froids de l'installation centrale. » Isa se figea, analysa l'écran, réfléchit 2 secondes et hocha la tête. « Vous avez entièrement raison. » Elle ajusta les paramètres. Un léger mouvement d'approbation toucha les lèvres de Dante. « Terminez vite, dit-il, se tournant vers la porte. Il s'arrêta sans regarder en arrière. « Mon chauffeur attend en bas. Ne refusez pas la course. C'est sur mon chemin. » La porte se ferma. Isa resta à la fixer pendant un long moment. Puis elle baissa les yeux, prit un macaron et mordit. Sucré, chaude et sucré. Elle en mangea un, puis un autre, jusqu'à terminer tout le repas. En rentrant chez elle à l'arrière du Maybach blindé de Dante cette nuit-là, elle observa les lumières de la ville défiler floues. Son reflet dans la vitre fumée semblait différent. L'épuisement profond était encore là, mais ses lèvres avaient à nouveau de la couleur. Elle se souvint soudain des paroles que Dante avait dites lors de leur première réunion, « Vous méritez plus que le simple respect. » Elle commençait à penser qu'il était sérieux. La gala de lancement officiel du Hub Miami de Rocha, tenue au musée d'art de São Paulo, MASP, c'était la première grande incursion culturelle publique de Rocha Capital. L'échelle de l'investissement, le calibre des marques globales, le poids de la liste des invités, c'était l'événement le plus exclusif de la décennie. Les billets ne pouvaient pas être achetés. L'entrée était strictement sur invitation avec relief doré. Bruno Vasconcelos passa 3 semaines à réclamer chaque faveur qui lui restait juste pour obtenir une invitation avec accompagnatrice. Non pas parce qu'il se souciait de l'art. Il savait que le PDG de Rocha Capital serait là. Et pour sauver le groupe Vasconcelos, qui coulait, il avait désespérément besoin de réseauter avec les vrais dieux de l'économie. Mais il avait un second motif ardent. Son détective privé avait confirmé qu'Isadora Cavalcante était l'architecte leader du projet. Elle serait là. Rien que de penser à la voir, le cœur de Bruno martelait contre ses côtes un cocktail nauseux d'anticipation, de terreur, de fureur et d'une soif agonisante et insatiable. Au cours des 2 derniers mois, Bruno avait perdu presque 10 kilos. Ses pommettes saillaient. Sa mâchoire était un fil de rasoir de tension. Ses yeux étaient en permanence creusés. Il semblait gris et creux, mais il se blinda dans un smoking sur mesure, s'assurant que sa montre Patek Philippe et ses boutons de manchette en platine étaient impeccables. Loredana insista naturellement pour l'accompagner. Elle avait passé 3 jours à préparer une nouvelle coiffure, une nouvelle robe. Celle-ci, elle l'avait achetée elle-même, une réplique de haute qualité d'un designer, puisque son accès à la richesse de Bruno avait été coupé. Elle tournoya devant le miroir, offrant un sourire timide. « Bruno, je suis belle ?» Bruno lui donna un regard mort et vague. « Allons-y. » La façade du MASP avait été transformée en une installation d'art numérique en mouvement, brillant comme un saphir au cœur de l'Avenida Paulista.
Un tapis rouge de 50 mètres menait à l'entrée, bordé d'un mur de paparazzi criants. Des flashs détonnaient continuellement tandis que des titans de l'industrie, des milliardaires de la tech, des politiciens et des célébrités marchaient sur le tapis. Bruno entra avec Loredana à son bras. Du moment où il franchit le seuil, ses yeux commencèrent à scanner frénétiquement comme un radar cherchant chaque coin, chaque visage, chaque silhouette. Il ne la voyait pas. Son estomac s'effondra, mais il se força à prendre une coupe de Dom Pérignon et à essayer de faire des contacts. Cependant, la foule d'élite le regardait avec une distance polie et glaciale. L'odeur du fiasco de la fuite de la mariée s'accrochait encore à lui. Aucun de ces requins expérimentés ne voulait monter sur le navire qui coulait, le groupe Vasconcelos. Loredana serrait son bras avec force, son sourire semblant agrafer sur son visage. Elle sentait les regards de jugement, la moquerie, le dédain, mais maintenait le menton levé, répétant un mantra dans sa tête, « Je suis la femme de Bruno Vasconcelos. Je suis à ma place ici. » À 21, l'éclairage ambiant dans l'immense atrium diminua soudain. Un seul projecteur brillant perça l'obscurité, illuminant le grand escalier comme un pilier de lumière divine. Le murmure bas de la foule mourut instantanément, remplacé par une vague de chuchotements qui se répandit. Elle est arrivée. Qui est cette femme? Mon Dieu, regarde cette robe. Bruno se retourna brusquement. Descendant les escaliers, baignée par le projecteur, se trouvait une femme. Elle portait une robe de gala noire onyx exclusive. Elle l'enveloppait parfaitement, un chef-d'œuvre architectural de soie et de velours. Un décolleté profond révélait ses clavicules fines et élégantes, tandis que le tissu buvait la lumière, brillant d'une sophistication dangereuse. Ses cheveux étaient relevés en un chignon minimaliste impeccable soutenu par une seule épingle à cheveux géométrique en argent. Sans diamant lourd, sans logo criard, elle n'en avait pas besoin. Elle-même était le joyau le plus éblouissant de la salle. Froide, aristocratique, inconquérable, comme une épée fraîchement dégainée. Au moment où Bruno reconnut le visage, le sang dans ses veines se glaça. Son cerveau entra en court-circuit. Une seconde plus tard, chaque terminaison nerveuse explosa. Ses oreilles bourdonnèrent, ses poumons se bloquèrent, ses doigts devinrent engourdis. La coupe de champagne dans sa main s'inclina, se renversant sur la manche de son smoking, mais il ne le remarqua même pas. Il était complètement paralysé. C'était Isadora Cavalcante, mais ce n'était pas Lisa, dont il se souvenait. Lisa dans sa mémoire était toujours douce, offrant des sourires chaleureux et des tons gentils, s'habillant avec élégance, mais jamais pour l'éclipser. Elle restait toujours un demi-pas derrière lui, une ombre belle et complaisante. La femme commandant la salle irradiait maintenant une aura qu'il n'avait jamais vue. Ce n'était pas une arrogance exhibitionniste, c'était la gravité terrifiante et indéniable d'une souveraine qui contrôlait son propre destin. Elle était plus mince, plus nette, mais son esprit avait subi une mutation fondamentale. Ses yeux étaient pénétrants, sa posture létale, son pas inébranlable. Elle n'était plus la fiancée prudente et obéissante des Vasconcelos. Elle était Isadora Cavalcante, ouvertement et complètement maîtresse d'elle-même. Les lumières se rallumèrent. Le maître de cérémonie sur scène annonça l'ouverture officielle, mais personne n'écoutait. Tous les yeux étaient collés sur Isadora. Les socialites et milliardaires étaient sincèrement bouche bée. Les femmes scrutaient la coupe impeccable de sa robe. Les hommes murmuraient furieusement à leurs assistants, exigeant de savoir qui elle était. C'est l'architecte leader du projet de Rocha Capital, murmura quelqu'un fort à proximité. Isadora Cavalcante, celle qui a donné un coup de pied au cul de Bruno Vasconcelos au Copacabana Palace. Pas étonnant que Vasconcelos ait l'air d'avoir avalé du verre. Les chuchotements poignardaient Bruno de tous côtés, mais il était engourdi. Il ne faisait que fixer le dos d'Isa tandis qu'elle s'intégrait parfaitement à un cercle de collectionneurs d'art européens et de milliardaires du secteur technologique. Elle se comportait avec une suprématie naturelle, souriant occasionnellement, parlant bas. Les hommes autour d'elle la regardaient avec une admiration révérencieuse et ouverte. À un moment, son regard parcourut la salle et entra en collision avec le sien pendant une fraction de seconde. Et puis ses yeux continuèrent à bouger sans pause, sans surprise, sans colère, sans le moindre éclair d'émotion, comme si elle avait regardé un mur blanc ou mieux, un grain de poussière ne valant pas un microseconde de traitement. Cette indifférence absolue et divine fit 1000 fois plus mal qu'un coup de couteau dans l'estomac. Bruno serra sa coupe jusqu'à ce que les jointures de ses doigts deviennent blanches. Son cœur se contracta si violemment qu'il faillit se courber. Bruno, la voix de Loredana trembla à côté de lui, chargée de panique. Qu'est-ce qu'il y a? Qui regardes-tu? Elle suivit son regard et aperçut la femme en noir. Le visage de Loredana se transforma instantanément. L'envie, toxique et primordiale, rampa le long de sa colonne et l'étouffa. Cette robe était clairement de la haute couture sur mesure, quelque chose qu'elle ne pourrait pas payer avec un an d'allocation. L'aura qu'Isa projetait était quelque chose que Loredana ne pourrait jamais imiter en 100 vies. Et les milliardaires autour d'Isa possédaient une richesse suffisante pour acheter toute l'existence de Loredana 10 fois. Elle enfonça ses ongles acryliques dans le bras de Bruno. Bruno. Sa voix trembla d'une insécurité écrasante. C'est Isadora? Bruno ne répondit pas. Il ne pouvait même pas l'entendre. Le seul son dans son univers était le battement assourdissant de son propre cœur. Boum, boum, boum. Chaque battement martelait la vérité brutale, il avait perdu. Perdu de façon permanente. Et la femme qu'il avait perdue s'élevait à une vitesse terminale,
se transformant en une divinité rayonnante complètement hors de sa portée. Loredana n'en pouvait plus. Pendant la première moitié de la gala, elle s'était forcée à sourire, accrochée à Bruno. Mais ses yeux ne cessaient de revenir à la femme en noir. Isadora était le centre absolu de gravité. Partout où elle passait, les courtiers de pouvoir la flattaient. Pendant ce temps, l'espace autour de Loredana était un désert aride. Personne ne s'approchait d'elle. Quand elle essayait de s'insérer dans des conversations, les épouses de l'élite lui donnaient un regard glacial et tournaient le dos. Elle resta là à tenir sa boisson, les paumes des mains en sueur. Bruno avait disparu vers le bar. Elle l'aperçut debout seul près d'un pilier de marbre, les yeux rivés sur Isadora, son expression aussi sombre et turbulente qu'un ouragan. L'estomac de Loredana s'effondra. Puis elle remarqua Isadora s'éloignant de son cercle, se dirigeant seule vers une zone de lounge VIP. Son pas était confiant, ses stilettos claquant rythmiquement comme si le monde entier était son podium. Une pensée maniaque s'empara du cerveau de Loredana. Elle devait y aller. Elle devait rappeler à Isadora qu'elle avait été la choisie de Bruno, qu'elle était la gagnante. Elle posa sa coupe sur la table et marcha vers le lounge. La zone VIP était une niche semi-ouverte encadrée par des sculptures modernes. Isadora était assise sur un canapé en cuir blanc, naviguant sur un iPad, ses doigts longs et élégants glissant sur l'écran. Loredana se planta directement devant elle. Isadora ne leva pas les yeux. « Isa » commença Loredana, forçant sa voix dans le registre le plus doux et mielleux. Des larmes jaillirent immédiatement dans ses yeux. « Ça fait si longtemps. » Les doigts d'Isadora s'arrêtèrent. Elle releva lentement la tête et regarda Loredana. Son regard était si complètement dépourvu de température qu'il était terrifiant. C'était comme regarder un aspirateur robot défectueux qui avait heurté votre pied. « Puis-je vous aider » dit Isadora, le ton inexpressif. Loredana frissonna sous le regard, mais força un sourire pieux et triomphant. Elle s'assit en face d'Isadora, croisant les mains sur ses genoux, adoptant la posture d'une sainte souffrante. « Isa, je suis tellement heureuse de te voir ce soir » murmura-t-elle. « Comment vas-tu ? J'ai été si inquiète pour toi. Depuis que tu t'es enfui, Bruno est un désastre. » Isadora resta silencieuse, se contentant d'arquer un seul sourcil parfaitement sculpté. Prenant le silence comme une permission, Loredana poursuivit, la voix dégoulinant d'une sympathie venimeuse. « Je sais que tu me détestes. Tu penses que je t'ai volé Bruno. Mais Isa, le cœur veut ce qu'il veut. Le cœur de Bruno n'a de place que pour moi. Je ne peux pas contrôler ça. Mais même si tu veux te venger de lui, tu ne devrais pas te rabaisser au point de travailler comme une organisatrice d'événements glorifiés ici. » Elle fit une pause, scannant la robe d'Isadora avec un dédain mal dissimulé. « Où tu t'es trouvé un sugar daddy riche ? Isa, tu n'as jamais été ce genre de fille. » C'était une leçon d'agressivité passive feignant l'inquiétude tout en portant des insultes mortelles. Elle voulait qu'Isadora sache que, peu importe le prix de sa robe, elle avait quand même perdu l'homme. Loredana termina son monologue, relevant légèrement le menton, une larme glissant artistiquement sur sa joue. Elle attendit l'explosion, la colère, les cris, le scandale hystérique. Elle était prête pour ça. Elle était prête pour n'importe quoi, sauf pour ce qui arriva vraiment. Isadora posa l'iPad. Lentement, elle leva les yeux, son regard parcourant le visage de Loredana, le maquillage lourd qui ne pouvait pas cacher sa vulgarité, les coutures mal faites de sa robe d'imitation, ses mains tremblant nerveusement. Puis Isadora prit calmement un lourd verre de cristal rempli d'eau glacée sur la table. Avant que Loredana puisse même enregistrer le mouvement, Isadora tourna le poignet et l'eau glacée frappa le visage de Loredana en plein. L'eau glacée cascada sur la tête de Loredana, descendant par son nez, ses lèvres et s'infiltrant dans le col de sa robe. Son travail de maquillage de 3 heures, appliqué méticuleusement, se dissolut instantanément en un désastre boueux. Le mascara coula en rivière noire, le fond de teint tacha et le gloss se brouilla sur tout son menton. « Ah » cria Loredana, sautant du canapé comme si elle avait été électrocutée. Isadora se leva. Sur ses talons, elle dominait Loredana, projetant une dominance physique et psychologique suffocante. Elle regarda le désordre dégoulinant et pathétique. Son regard était froid comme le scalpel d'un chirurgien sans colère, seulement délivrant un verdict clinique. « Loredana » commença Isadora, la voix basse mais portant le poids d'un marteau. « Ouvre tes yeux pathétiques et regarde autour de toi. Vois à qui est cet événement. » Loredana tremblait violemment. À mes yeux, Isadora inclina légèrement la tête, un sourire fin comme une lame ornant ses lèvres. « Toi et ton précieux Bruno Vasconcelos n'êtes que des actifs toxiques retirés du bilan. Jetez. Sors d'ici. » Seulement 2 mots. Les genoux de Loredana cédèrent. Elle s'effondra à nouveau sur le canapé, le visage blanc comme de la craie, les lèvres tremblantes. Elle ouvrit la bouche pour crier, mais sa gorge se bloqua. L'aura d'Isadora l'écrasait comme un glacier, rendant physiquement difficile de respirer. L'eau glacée goûtait de son menton, ruinant sa robe fausse. Le mascara noir lui donnait un aspect complètement dérangé. Isadora ne lui accorda pas un autre regard. Elle prit son iPad, se préparant à partir. À cet exact moment, des pas lourds et frénétiques s'approchèrent. Bruno avait entendu le cri de Loredana et avait couru. Ses yeux atteignirent d'abord Loredana trempée et effondrée, puis se fixèrent sur le dos d'Isadora qui se retirait. Isadora. Sa voix était rauque et irrégulière, portant l'agonie réprimée de 2 mois. Ne franchis pas la ligne.
Isadora s'arrêta. Elle se retourna lentement pour affronter Bruno. Il avait l'air terrible, yeux creusés, joues maigres, drainé de vie, mais son regard portait encore ce droit arrogant et nauséabond. Même au fond du gouffre, il refusait de baisser la tête. La ligne? Isadora le regarda. Sa voix était conversationnelle, comme si elle discutait du temps. Tu es absolument sûr de vouloir utiliser cette phrase avec moi? La poitrine de Bruno haletait. Il cherchait sur son visage une trace de haine, un vestige d'attachement persistant, n'importe quoi du passé qu'il pourrait saisir. Il ne trouva rien, elle le regardait comme un parfait étranger. Pire qu'un étranger éveille la curiosité. Pour elle, il était un morceau de papier blanc balayé par le vent. Tu penses que parce que tu as trouvé un sugar daddy de la Faria Lima, tu peux. Sa phrase fut coupée par le son de pas rythmé et mesuré s'approchant par derrière. La cadence était sans hâte, mais chaque pas frappait le sol de marbre comme le marteau d'un juge. Bruno se retourna brusquement. Dante Rocha entra dans le lounge. Derrière lui, 4 agents de protection exécutive en costume noir le flanquaient, exhalant un professionnalisme létal et impénétrable. Mais la présence de Dante éclipsait tout le monde. Il portait une veste de costume graphite foncé jetée nonchalamment sur ses épaules. Son pas était détendu, mais irradiait un contrôle territorial absolu. Ses yeux ambres balayèrent brièvement Loredana, comme qui enregistre une tache sur le tapis, avant de se verrouiller entièrement sur Isadora. Il marcha directement vers Isa et, avec une fluidité naturelle et sans hésitation, posa la main au bas de son dos. Ce n'était pas un geste agressif de possession. C'était un bouclier impénétrable, une déclaration silencieuse pour la salle, elle est sous ma protection, et personne ne respire près d'elle sans ma permission. Isadora se raidit un moment, mais ne s'éloigna pas. La main de Dante était chaude et solide. À travers la soie de sa robe, elle sentait sa chaleur. Elle sentait ses doigts appuyés doucement, une vérification silencieuse, « Tu vas bien ?» Puis Dante tourna lentement la tête pour regarder Bruno. Il regarda vers le bas, vers lui, non pas à cause de sa hauteur bien qu'il soit plus grand mais de l'altitude terrifiante innée d'un vrai prédateur alpha regardant un insecte. Son regard était glacial, sans colère, sans dédain, seulement une pure et absolue suprématie. « Monsieur Vasconcelos », commença Dante. Sa voix était basse, mais chaque syllabe perçait l'air comme une munition perforante. « Montrez un peu de respect à ma fiancée. » Fiancée. Le mot détonna dans le cerveau de Bruno comme une bombe thermonucléaire. Ses pupilles se rétrécirent à la taille de tête d'épingle, il semblait avoir été frappé par un train de marchandises. Ses yeux sautaient frénétiquement entre Dante et Isadora, de la main de Dante posée sur sa taille au visage calme et serein d'Isadora. Fiancée. Elle était la fiancée de Dante Rocha. Le Dante Rocha, le dieu fantôme de la Faria Lima. L'homme qui pourrait faire supplier son père à genoux. Elle était à lui. Les lèvres de Bruno tremblèrent violemment. Sa voix était un murmure pathétique. C'est impossible. Dante ignora complètement son choc. Il ne gaspilla pas un microseconde à regarder Bruno. Au lieu de cela, il inclina la tête vers Isadora, sa voix tombant à un murmure que seule elle pouvait entendre. « Tu vas bien ?» Isadora hocha la tête. Dante tourna alors son regard vers Bruno. Cette fois, un nouvel élément entra dans sa voix. Pas de la colère, mais quelque chose de bien plus terrifiant, un extermination froid et calculé. Au fait, affirma Dante catégoriquement, à partir de demain matin, toutes les lignes de crédit du groupe Vasconcelos détenues par des banques affiliées à Rocha Capital seront gelées. Vos actions données en garantie sont déjà à la limite de l'appel de marge, n'est-ce pas? Dante fit une pause. Le coin de sa bouche trembla dans un sourire létal microscopique. Je lance une position short contre le groupe Vasconcelos. Les genoux de Bruno cédèrent. Le sang disparut littéralement de son visage. Ses extrémités devinrent glacées. Son esprit devint complètement vide. Son cœur se bloqua, puis se libéra avec une douleur si aveuglante qu'il faillit s'évanouir. Opérer, short, contre le groupe Vasconcelos avec l'arsenal financier de Rocha Capital derrière, ce n'était pas une menace. C'était un ordre d'exécution. Bruno fixait Isadora pressée contre le côté de Dante. Il voulait s'avancer sur elle, lui saisir la main, crier, demander pourquoi. Pourquoi elle était partie de façon si implacable? Pourquoi elle s'était alignée avec son ennemi suprême? Pourquoi elle ne lui donnait même pas la dignité de sa haine? Mais ses jambes étaient pleines de plomb. Parce qu'il comprenait enfin vraiment que la distance entre lui et Dante Rocha n'était pas quelque chose que l'effort pouvait franchir. C'était la distance entre une fourmi et un dieu. Il avait pensé qu'il était au sommet de la pyramide, mais devant Dante, il n'était même pas sur les marches. Et Isadora, la femme qu'il avait traitée comme un outil jetable, était maintenant au vrai sommet aux côtés d'un homme que Bruno ne pourrait jamais espérer toucher. Loredana, tremblante dans le coin, était paralysée de terreur. Voyant le visage de Dante, elle devint grise. Elle ne savait pas exactement qui il était, mais elle reconnaissait l'aura suffocante de pouvoir suprême. Elle ouvrit la bouche pour appeler Bruno, mais aucun son ne sortit. Dante donna à Bruno un dernier regard, plein de rien d'autre qu'une pitié désinvolte. Puis il se retourna et, gardant les mains fermes sur le dos d'Isadora, la guida hors du lounge. Leurs silhouettes disparurent sous les lumières éblouissantes du salon principal. Bruno fut laissé seul. Ses jambes finirent par lâcher et il s'effondra sur le canapé, semblant que sa colonne avait été arrachée. Une sueur froide trempait sa chemise sur mesure. Ses doigts tremblaient incontrôlablement.
Loredana se traîna jusqu'à lui, sa main mouillée agrippant sa manche. « Bruno. Ne me touche pas. » Il la repoussa violemment. Sa voix était un rugissement guttural méconnaissable. Loredana recula, sanglotant hystériquement. Mais Bruno s'en fichait. Il couvrit son visage de ses mains tremblantes. Son cœur semblait exploser. Pas à cause de l'appel de Marge, pas à cause de la faillite corporative imminente, mais de la façon dont elle l'avait regardé avec une indifférence complète, absolue et imperturbable. C'était infiniment pire que la haine. La haine implique que vous importez encore. Pour elle, il n'était rien. Le lendemain matin, le cauchemar devint réalité. Dante Rocha tint parole. À 9, dès que la cloche sonna à la bourse, 3 grandes banques affiliées à Rocha Capital émirent simultanément des avertissements gelant toutes les lignes de crédit du groupe Vasconcelos, exigeant le paiement immédiat des prêts à court terme dans 30 jours. Simultanément, des investisseurs institutionnels initièrent un déversement coordonné massif d'actions du groupe Vasconcelos sur le marché. L'attaque fut précise, écrasante et impitoyable comme un scalpel coupant une veine jugulaire. 30 minutes après le début des négociations, l'action chutait de 9%. À midi, elle plongea de 14%. Avant la fermeture, la CVM suspendit les négociations du titre. Le monde financier explosa. La nouvelle que Rocha Capital opérait short contre le groupe Vasconcelos frappa les terminaux Bloomberg comme une onde de choc. Tout le monde savait ce que cela signifiait, si Rocha Capital était contre vous, vous étiez marqué pour mourir. Bruno était enfermé dans la salle de réunion depuis 9. La table était ensevelie sous des avertissements d'appel de marge, des menaces légales et des rapports de liquidité. Les téléphones hurlaient sans cesse. Amy, Vasconcelos. La banque exige 1 milliard de réés en garantie supplémentaire d'ici vendredi. Bruno, 3 grands fournisseurs ont suspendu les livraisons en attendant la confirmation d'un paiement anticipé. M. Vasconcelos, le juridique dit que si l'action chute d'un point de plus quand les négociations reprendront, les banques liquideront les actions de la famille données en garantie. Chaque mise à jour était un coup de couteau dans l'estomac. Bruno était assis en bout de table. Son bloc-notes était blanc. Ses yeux étaient violets et creusés, ses lèvres gercées et blanches. À 6 heures, le coup fatal arriva. Le CFO entra, le visage semblant celui d'un cadavre. « Monsieur Vasconcelos, nous avons une fuite. » Parle. La division juridique de Rocha Capital a présenté un rapport de dénonciation à la CVM et au ministère public cet après-midi. La voix du CFO trembla. Sur des irrégularités comptables dans notre division d'acquisition d'art corporatif. Bruno releva brusquement la tête. Quelles irrégularités? Évaluation gonflée et transactions avec des parties liées non divulguées. La sueur coulait sur le visage du CFO. Ils allèguent que, au cours des 3 dernières années, nous avons systématiquement manipulé les valeurs des œuvres d'art pour détourner du capital hors livre. Le paquet de preuves qu'ils ont envoyé est à toute épreuve. Bruno arrêta de respirer. La division d'acquisition d'art. C'était l'ancien département d'Isadora. Elle connaissait chaque transaction, chaque évaluation, chaque transfert bancaire. Si quelqu'un savait où les corps étaient enterrés, c'était elle. Non, pas, si, c'était elle. Le détournement illégal avait été exécuté par Bruno et son oncle. Isadora s'occupait seulement du travail curatorial légitime. Mais, en tant que chef de division, elle avait dû remarquer les livres parallèles. Elle savait. Elle avait toujours su. Mais, tant qu'elle était avec lui, elle n'avait jamais dit un mot. Et maintenant, elle avait livré la hache du bourreau directement à Dante Rocha. Bruno recula lentement dans sa chaise, fixant les lumières fluorescentes agressives au plafond. Il explosa soudain de rire. Ce fut un son brisé, irrégulier, comme tousser du verre brisé. Elle était brutale, 1000 fois plus brutale qu'il n'avait jamais pu l'imaginer. Elle ne se vengeait pas seulement, elle démontait méthodiquement et chirurgicalement tout son empire, brique par brique. Cette nuit-là, Ottavio Vasconcelos, allongé dans son lit d'hôpital, vit l'alerte du GUN sur l'enquête de la CVM. Le moniteur cria. Sa pression artérielle monta à 23. Les médecins entrèrent en courant avec le défibrillateur. Ils sauvèrent sa vie, mais le côté droit de son corps resta paralysé. Un AVC massif. Bruno reçut la nouvelle assis dans la salle de réunion assombrie. Les lumières de la ville clignotaient dehors. Il prit le téléphone. Un message de son oncle, le vice-président, vote d'urgence du conseil terminé. Votre mandat de PDG est terminé avec effet immédiat. Bruno fixa le texte. Il posa le téléphone soigneusement, se leva et marcha jusqu'à la fenêtre du sol au plafond. Son polo s'étendait sous lui, une grille infinie de pouvoir et de lumière. Mais, à partir d'aujourd'hui, il n'en faisait plus partie. Il avait été définitivement expulsé de sa propre dynastie. Et tout avait commencé 2 mois plus tôt avec une phrase dans une loge, l'épouser temporairement. Temporaire, murmura-t-il, ses lèvres tremblant. Il appuya son front contre la vitre froide. Il admit enfin. Isadora n'était pas folle. Elle ne réagissait pas de manière excessive. Il méritait chaque seconde de cette agonie. Il n'avait jamais été digne d'elle. La pluie était apocalyptique, comme si le ciel s'était déchiré pour noyer la ville. L'eau frappait l'asphalte, soulevant une brume blanche éblouissante.
Bruno Vasconcelos était sous la tempête torrentielle devant l'immeuble d'Isadora à Villa Madalena. Il ne savait pas comment il avait trouvé l'adresse. Peut-être était-ce le rapport final du détective avant que l'échec ne revienne sans fond. Peut-être se souvenait-il d'elle mentionnant les Sibipiruna. Il était trempé jusqu'aux os. Ses cheveux étaient collés à son crâne, son costume sur mesure ruiné était couvert de saleté de la rue, ses chaussures en cuir italien trempées. Il était là depuis 40 minutes. Un portier d'un immeuble voisin essaya de le chasser, mais il ne bougea pas. Finalement, le portier abandonna. Bruno ressemblait à une gargouille brisée abandonnée dans la tempête. Tout était fini. Après la levée de la suspension des négociations, les actions du groupe Vasconcelos étaient tombées au niveau des penny stocks. Des agents fédéraux avaient fait une descente au siège, saisissant des serveurs. Son oncle avait été nommé président intérimaire et avait immédiatement jeté Bruno au lion, alléguant que la fraude avait été une opération isolée de sa part. Sa famille l'avait déshérité. Loredana aussi était partie. Le jour où son Amex fut refusé, elle fit ses valises et disparut sans un mot, volant 2 montres Rolex en édition limitée de sa commode. L'ironie était suffocante. Chaque femme dans sa vie était partie exactement de la même manière. La seule différence était qu'Isadora avait laissé des millions en Hermès et diamants derrière comme un monument à sa fierté, tandis que Loredana avait tout pris qui n'était pas cloué au sol. Il n'avait rien. Sans pouvoir, sans argent, sans famille, seulement la pluie glacée et la lumière chaude brillant à la fenêtre du 2e étage du studio d'Isa. Il fixait la lumière. La pluie lavait son visage, se mélangeant aux larmes qu'il ne pouvait plus contenir. Ses lèvres étaient bleues, son corps tremblait violemment, mais il ne sentait pas le froid. Le vide en lui était infiniment plus glacial. À 19h13, la lumière à la fenêtre s'éteignit. Son cœur martela contre ses côtes. 5 minutes plus tard, la lourde porte en verre de l'immeuble s'ouvrit. Isadora sortit. Elle portait un manteau classique beige et tenait un parapluie transparent. Ses bottes à tiges courtes claquaient distinctement contre les marches de pierre mouillées. Elle regardait son iPhone, tapant une réponse rapide à un email. Au moment où Bruno la vit, les dernières de ses forces s'évaporèrent. Ses genoux cédèrent et il s'effondra lourdement sur le trottoir inondé, éclaboussant de l'eau sale sur son visage. Il était à genoux. La pluie martelait son crâne, lavant les derniers fragments de sa dignité. Entendant le bruit, Isadora s'arrêta. Elle leva les yeux. À 3 mètres de distance, un homme était à genoux dans une flaque. Son costume ruiné collait à sa structure squelettique. Son visage était mortellement pâle, ses lèvres bleues, mais ses yeux étaient d'un rouge violent et injectés de sang, désespérés. Il semblait un fou qui n'avait pas dormi depuis des semaines. Isadora resta parfaitement immobile sous son parapluie. La pluie cascadant sur la coupole en plastique créait une barrière impénétrable entre son monde et le sien. Elle ne parla pas. Isa, grinça Bruno. Sa voix était complètement brisée, à peine audible par-dessus la tempête. Sa pomme d'Adam sautait agonisamment. Isa. Il rampa en avant sur les genoux, ses mains griffant le béton rugueux de Sao Paulo. Ses doigts étaient ratatinés et blancs. Il regarda la femme sur les marches, pluie et larmes coulant sur son visage. J'avais tort, sanglota-t-il. J'avais tellement tort. Ce n'était pas un jeu. À ce moment, l'arrogance de Bruno Vasconcelos, son sentiment de droit, sa supériorité tout se brisa et fut emporté dans le caniveau. J'ai chassé Loredana, non, elle est partie, elle, il a l'état pour de l'air. Isa, depuis le jour où tu es partie, tout s'est effondré. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas mangé. J'ai passé 2 mois à réaliser. Tu n'as jamais été temporaire pour moi. Tu n'as jamais été temporaire. Il se traîna plus près, sa main tremblante s'étendant vers l'ourlet du manteau d'Isa. Je t'en supplie, reviens. Nous pouvons recommencer. Je te donne le mariage à tes conditions. Tout ce que tu veux, c'est à toi. Reviens juste. Je ne peux pas vivre sans toi. Ces 5 derniers mots sortirent de sa gorge comme s'il vomissait sa propre âme. Il s'effondra en avant, complètement vidé. La pluie battait sur sa nuque. Il n'avait même plus la force de trembler. Isadora l'observa pendant un long moment. Son expression ne changea pas d'1 millimètre. Il n'y avait ni colère, ni pitié, ni dégoût, ni même la satisfaction malsaine de la vengeance. Seulement une tranquillité absolue, comme quelqu'un regardant un dossier d'affaires classé d'une vie passée qui ne la concernait plus. Puis elle bougea. Elle descendit lentement les marches. 1, 2, 3 pas. Le parapluie resta parfaitement ferme au-dessus de sa tête. Elle s'arrêta si près de Bruno qu'il aurait pu toucher son genou. Isadora s'accroupit. Elle s'agenouilla sur un genou devant lui. Même dans cette position, sa colonne était droite, son aura souveraine, comme une juge de haute cour s'inclinant pour entendre le dernier appel d'un condamné. Elle leva la main. Ses doigts longs et élégants touchèrent légèrement la joue sale et mouillée de lui. Le contact fut si gentil que Bruno frissonna violemment. Un éclair aveuglant d'espoir s'alluma dans sa poitrine, elle a fléchi. J'ai gagné. Je peux encore arranger ça. Mais les mots suivants d'elle transformèrent ses illusions en poussière. Bruno. Elle appela son nom doucement. Sa voix coupa nettement la pluie. Quand tu étais derrière cette porte et que tu leur as dit que tu m'épousais temporairement, tu semblais si incroyablement confiant, n'est-ce pas? Bruno arrêta de respirer. Les doigts d'Isadora glissèrent de sa joue, emportant une tache de la saleté de la rue. Elle fixa ses doigts,
puis essuya calmement avec un mouchoir en papier sorti de sa poche. Le mouvement fut élégant au point de la cruauté. « Merci pour ce rappel, d'ailleurs, » dit-elle doucement. Elle se leva, regardant l'homme rampant dans la boue. « Il m'a permis de liquider toutes mes participations dans le groupe Vasconcelos à son sommet absolu. » Elle lui donna un dernier regard sans haine, sans amour, seulement une indifférence impénétrable et létale. « L'homme que tu es maintenant n'est pas digne même de cirer les semelles de mes bottes. » Elle se retourna. Le parapluie tourna légèrement, expulsant l'eau. Son pas fut ferme, décisif. Elle marcha dans les flaques, les lumières de la rue captant l'eau éclaboussée comme des diamants brisés. Elle ne regarda pas en arrière une seule fois. Bruno resta à genoux dans la tempête. Sa bouche était ouverte. Ses yeux étaient rivés sur la silhouette d'elle qui disparaissait. Il voulait crier, courir, l'attraper et supplier, mais son corps refusait d'obéir. Sa vie était définitivement hors de son contrôle. La pluie s'intensifia. La silhouette d'Isadora disparut au coin du pâté de maison. Garé silencieusement dans la rue transversale se trouvait un Maybach noir, ses phares perçant la pluie. La porte arrière s'ouvrit de l'intérieur. Une main forte et aristocratique s'étendit et prit fermement le parapluie d'Isa pendant qu'elle glissait dans la cabine. Dante Rocha était assis sur la banquette arrière. Ses yeux embrumèrent brièvement la figure pathétique à genoux au loin, puis retournèrent immédiatement sur le visage d'Isa. « Résolu ?» demanda Dante, la voix basse et ferme. Isadora boucla sa ceinture de sécurité, s'appuya contre le cuir doux et expira doucement. « Oui ?» Dante ne posa pas d'autres questions. Il étendit la main et augmenta le contrôle de température de 2 degrés, puis il prit une couverture en cachemire de l'Europiana et la drapa silencieusement sur ses jambes. La lourde voiture glissa doucement, disparaissant dans la tempête néon de Sao Paulo. La ruine de Loredana arriva plus vite que quiconque ne l'avait anticipé. Après que Bruno fut ruiné ou plutôt après qu'elle abandonna le navire qui coulait, sa vie heurta un mur à vitesse terminale. Sans la carte black de Bruno et sans l'aura d'être la fiancée d'un héritier, elle retomba dans la réalité. Elle loua un appartement humide dans un sous-sol de la zona nord sombre, avec de la moisissure dans les coins. Comparé aux Pentouzes, c'était un donjon, mais elle refusait d'accepter la défaite. L'envie la rongeait vive. Pourquoi Isadora a-t-elle eu Dante Rocha? Pourquoi la femme que j'ai humiliée est-elle maintenant assise sur le trône de la ville? Poussée par une jalousie maniaque, elle commença à appeler des journalistes de tabloïds. J'ai des scandales sur Isadora Cavalcante, murmurait-elle frénétiquement sur son téléphone jetable. Ses coups à l'intérieur du groupe Vasconcelos. Comment elle a manipulé Dante Rocha? Vous payez pour une exclusive? Les paparazzi étaient intéressés, mais Loredana ne réalisa pas que, 5 minutes après l'appel, l'enregistrement audio était déjà sur le bureau du directeur juridique de Rocha Capital. Le réseau d'intelligence de Dante était si absolu qu'elle ne pouvait même pas le comprendre. Cet après-midi-là, avant que Loredana ne puisse rencontrer un seul journaliste, une équipe de 6 avocats corporatifs frappa à la porte de son sous-sol. Ils n'apportaient pas une notification de « cesser et s'abstenir ». Ils apportaient un dossier de 5 cm d'épaisseur avec des preuves détaillant comment Loredana avait commis fraude bancaire, faux et usage de faux et détournement au cours des 2 dernières années, chèques falsifiés, factures fake, dépassement de comptes corporatifs au nom de Bruno de l'ordre de 5 millions de réais, plus la fraude de boutiques de luxe en empruntant des bijoux comme la future Madame Vasconcelos et ne les rendant jamais. Chaque accusation était étayée par des relevés bancaires, des enregistrements IP et des images de surveillance en HD. Ce fut un coup de grâce impeccable. Quand Loredana vit les documents, son visage devint vert, puis gris mort. « C'est de la calomnie » hurla-t-elle hystériquement. « C'est faux. Isadora vous a envoyé pour me détruire. » Mademoiselle Loredana, dit le chef des avocats impeccablement, ignorant sa crise, ces dossiers ont déjà été soumis au ministère public fédéral. Nous recommandons fortement que vous engagiez un avocat de défense pénale. Cette nuit-là, 2 détectives de la police civile arrivèrent au sous-sol. Pendant qu'ils la menottaient, Loredana perdit pratiquement la raison. Elle fut traînée dans le couloir moisi, se débattant et criant « Isadora m'a détruite, maudite soit-elle ». Ses cris résonnèrent dans l'escalier comme les hurlements finaux d'un animal acculé. Personne ne s'en soucia. Cette même nuit, tous les principaux journaux télévisés ouvrirent avec l'inauguration triomphale du hub global des arts du Porto Maravilha. Dans sa première semaine, le volume de transactions dépassa 10 milliards de réais. Sur les écrans de Bloomberg, Isadora apparaissait au pupitre d'une maison de vente aux enchères historique, portant un blazer blanc impeccable. Elle rayonnait, autoritaire et sereine. Dante Rocha était un pas derrière elle, ses yeux fixés sur elle avec un focus terrifiant. Le contraste entre la déesse à l'écran et la fraudeuse au maquillage coulé criant sur la banquette arrière d'une voiture de police était l'ironie la plus poétique du monde. 3 mois plus tard, à la gala de remise des prix de l'industrie globale de l'art au Teatro Municipal de Rio, Isadora Cavalcante fut nominée et remporta le prix de « commissaire global de l'année » pour son triomphe sans précédent avec le hub. C'était la plus haute distinction du secteur. Les lauréats précédents étaient des titans de l'industrie avec des décennies d'expérience. À 30 ans, elle était la lauréate la plus jeune de l'histoire du prix. La cérémonie eut lieu sous le plafond peint d'afresco Renaissance et des candélabres de cristal brillants comme des galaxies. Le public n'était pas seulement des socialites locales, mais les prédateurs alpha de la culture et des finances mondiales. Isadora monta sur scène.
Elle portait une robe colonne noire minimaliste, sans bijoux lourds, sauf une seule boucle d'oreille en perles vintage et une broche géométrique en argent propre, pur. Mais, sous le projecteur, elle irradiait une luminescence qui ne venait pas de diamants ou d'étiquettes de marque. Elle venait d'une femme qui avait conquis son univers, émettant une paix intérieure inébranlable et une confiance suprême. Au premier rang était assis Dantrocha. Il portait un smoking bleu minuit, sa posture détendue, mais son focus absolu. Du moment où Isadora monta sur scène, il ne détourna jamais le regard. Dans ses yeux ambres il y avait une fierté profonde et ouverte, pas la fierté possessive de « celle-ci est ma propriété », mais une révérence pure et profonde. Elle mérite le monde entier. Après la cérémonie, ils restèrent ensemble sur la terrasse privée du Penthouse. Le vent frais de la nuit soufflait venant de la baie de Guanabara. L'horizon de Rio de Janeiro s'étendait sous eux comme un tapis de diamants broyés. Du salon en dessous, les notes mélodiques ténues d'un piano à queue montaient. Isadora s'appuya contre la balustrade en verre tenant le lourd prix en cristal. Sous le clair de lune, la base en verre brillait d'une lumière bleue ténue. Dante s'approcha par derrière. Ses pas étaient silencieux, mais Isadora sentit sa gravité instantanément. Elle ne se retourna pas. Un sourire doux et sincère joua sur ses lèvres. Il s'arrêta juste derrière elle, ses bras s'enroulant naturellement autour de sa taille, ni trop serrés, ni trop lâches, juste assez pour qu'elle s'appuie en arrière contre sa poitrine solide sans se sentir emprisonnée. Froide, demanda-t-il. Son menton reposait légèrement sur le sommet de sa tête, son murmure bas vibrant contre elle. Non. Ils restèrent dans un silence confortable pendant quelques instants. Puis Dante atteignit la poche intérieure de son smoking et sortit une petite boîte de velours noir. Il ne s'agenouilla pas. Il n'orchestra pas un spectacle ostentatoire. Il tint simplement la boîte devant elle et l'ouvrit avec le pouce. À l'intérieur se trouvait une bague, pas un diamant évident et éblouissant destiné à étaler la richesse. C'était un anneau de platine minimaliste et impeccable soutenant une seule saphir bleu profond, parfaitement taillée. Elle pulsait silencieusement dans l'obscurité comme une étoile capturée. « Issa » murmura-t-il. Isadora se tourna dans ses bras et le regarda. Le clair de lune baignait ses traînets, faisant paraître ses yeux ambres transparents et incroyablement tendres. Elle n'avait jamais vu ce regard dans les yeux d'aucun homme. Sans possessivité, sans condescendance, sans la demande tacite qu'elle lui doive la vie. Seulement une dévotion égalitaire, sincère et sans fond. Dans mon empire, dit Dante, sa voix profonde, rauque et absolue, ayant pesé chaque syllabe 1000 fois, il y aura toujours un trône pour toi. Isadora le regarda, puis la saphir silencieuse dans la boîte. Elle se souvint de cette nuit pluvieuse à la répétition, du diamant lourd de 6 carats, du dédain cruel, du froid qui glaçait les os. Cela semblait une éternité auparavant, appartenant à une vie différente. Elle leva la main gauche. La marque pâle sur son annulaire avait complètement disparu. Dante glissa la bague à son doigt. La chaleur de sa peau effleura la sienne pendant une seconde fugitive. Isadora regarda la saphir bleue captant le clair de lune. Elle sourit, pas un sourire de société polie, mais un sourire radieux, légèrement espiègle et profond dans l'âme, comme la première fleur perçant la neige. Elle tendit la main et prit la sienne. « D'accord » murmura-t-elle. Le vent souffla sur eux, agitant l'ourlet de sa robe, emportant les derniers fantômes de son passé. La ville respirait silencieusement sous leurs pieds. Elle était enfin au sommet absolu, non pas à cause de l'homme qui la tenait, mais parce qu'elle-même y avait grimpé.